Donc on est en présence donc, de l'autorité nationale française. Bonjour Sébastien et Myriam. Bonjour à tous. Donc, Sébastien Ruffel et Myriam Giblet, du SGAR Occitanie, autorité nationale du programme Sud-Ouest. Emmanuel Paillet de la région Nouvelle-Aquitaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Quelqu'un peut me confirmer, on voit bien la présentation à l'écran? Oui, c'est bon. Parfait. Donc aujourd'hui, effectivement, on va essayer de voir le plan de travail, donc partie de la logique d'intervention. Excusez-moi. Oui. Oui, bonjour. On vous voit très bien, mais il y a un méga écho. Oui, moi aussi je l'entends l'écho. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a d'autres microphones ouverts. Qu'est-ce qui se passe? Alors ce que je vous conseillerais, c'est d'être de tous fermer les microphones pour juste voir si ça vient de là. Là, par exemple, ça va mieux? Non? Pardon, je pense que c'est parce que vous êtes connecté 2 fois, parce que chez nous, ça va. Oui. Ah, ben, Madame Gerino, je vais vous exclure d'une des deux connexions pour voir si ça marche. Le problème, c'est que... Tout le monde entend l'écho ou que certaines Non, il personnes... n'y en a plus là, j'ai l'impression. Non, maintenant c'est bon, ouais. Ok. Désolé. Donc, ce que je disais, on va voir aujourd'hui donc, le plan de travail et le kit de candidature. Donc, plan de travail très important puisque c'est l'une des parties en fait de la logique d'intervention qu'on a vu dans les webinaires, dans un webinaire antérieur. Donc, le plan de travail, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de s'organiser. En fin de compte, c'est un document. Alors, un document, vous verrez, ça se matérialise dans Issue-Doué puisque toute votre proposition de projet devra se matérialiser dans Issue-Doué. Qui en fait établit les activités, les objectifs que vous fixez et en fait les tâches, les activités nécessaires pour atteindre cet objectif dans un délai fixé. Donc vous verrez en fait que dans Issue-Doué, vous matérialiserez ces questions-là, c'est-à-dire les activités que je souhaite développer pour atteindre l'objectif que je me suis fixé et en combien de temps je pense être capable d'atteindre cet objectif et de développer les activités nécessaires pour atteindre cet objectif. Donc, on voit qu'il y a des différences entre les phases, c'est-à-dire que vous savez que dans cet appel à projet, c'est un appel à projet en 2 phases. Une phase 1 light, entre guillemets, au niveau en tout cas de ce que vous devez apporter dans Issue-Doué, et une phase 2 avec un formulaire de candidature complet, beaucoup plus fourni. Donc vous verrez qu'il y a de grosses différences entre les 2 phases au niveau du plan de travail, puisque en fait, lors de la phase 1, donc c'est la phase qui nous intéresse aujourd'hui, on a une définition des objectifs spécifiques du projet. Dans la phase 2, les objectifs spécifiques en fait se correspondent directement avec des groupes de tâches. Donc en gros, dans la phase 1, on n'a pas besoin de développer les groupes de tâches comme tels, puisqu'on ne développe que les objectifs spécifiques. Ensuite, on verra qu'il y a également la partie activité qui devrait être abordée, mais on le verra dans la slide suivante, avec un maximum de 3 objectifs spécifiques du projet. Alors là, j'insiste bien, c'est un maximum, c'est-à-dire que ce n'est pas une obligation d'être sur 3 objectifs spécifiques du projet. Il y a des projets qui peuvent avoir du sens avec seulement 2, sans aucun problème. Dans la phase 2, chaque objectif spécifique défini lors de la phase 1 va correspondre à un groupe de tâches, à un GT, en fait ce qu'on appelle un GT directement dans la phase 2. Le plan de travail dans la phase 1, il est intégré en fait dans la logique d'intervention, c'est-à-dire que vous verrez dans une slide suivante que le plan de travail, en fait, il n'est pas matérialisé directement dans la phase 1, mais les éléments du plan de travail vont devoir être développés un peu, en tout cas, dans la logique d'intervention. Puisque vous verrez dans la proposition de projet de la phase 1, il y a une partie en fait dédiée à la logique d'intervention. Donc, il y a une brève présentation des activités prévues pour atteindre les objectifs spécifiques du projet. Et en phase 2, on aura vraiment le plan de travail détaillé. On verra ensuite vraiment à quoi ça correspond exactement. Chaque objectif spécifique du projet correspond à un GT et composé de plusieurs activités qui vont contribuer à l'atteinte des objectifs correspondants. Donc, important en fait, puisque de chaque objectif spécifique du projet va découler un groupe de tâches avec des livrables, des réalisations. Important de préciser 2 choses. Donc, tous les GT n'ont pas forcément une réalisation. On peut avoir un groupe de tâches qui ne donne pas lieu à l'obtention d'une réalisation. Ce n'est pas du tout une obligation.
Et important, on l'a dit dans le webinaire antérieur, les réalisations, on continue d'insister, ce sont celles qui permettent de contribuer aux indicateurs de réalisation du programme. En phase 2, il y a les activités. Alors, effectivement, il y a une nouveauté par rapport au programme antérieur pour ceux qui connaissaient le programme antérieur. C'est qu'avant, en fait, on avait un groupe de tâches transversales pour la communication. Alors, je vois une main levée. Je pense qu'on la prendra à la fin de la présentation. OK, OK pour moi. D'accord. Donc, je reprends. Effectivement, on avait un groupe de tâches dédié en fait à la communication. On a une évolution, en fait, c'est qu'on a intégré la communication au groupe de tâches spécifique. C'est-à-dire que dans chaque groupe de tâches spécifique, vous allez devoir prévoir. Donc, c'est en phase 2, comme c'est indiqué, mais c'est important en fait de le savoir d'ores et déjà en fait pour s'organiser. En fait, toute la partie communication va devoir être pensée, intégrée dans le groupe de tâches spécifiques pour que la communication en fait soit beaucoup plus coordonnée avec vos activités techniques et vos livrables et réalisations que vous allez obtenir dans chaque groupe de tâches. Donc, pour chaque groupe de tâches, il convient en fait d'indiquer des objectifs de communication qui correspondent et à la façon dont le projet prévoit de les atteindre en prévoyant en fait le public cible, des activités spécifiques pour atteindre ces publics cibles en fonction des groupes de tâches spécifiques dans lesquels vous êtes en train d'indiquer ces activités. Donc c'est important de les avoir à l'esprit, puisqu'en fait ça, vous allez le détailler en phase 2, mais c'est important de l'avoir en tête dès la première phase. Toujours en phase 2, le formulaire de candidature il va prévoir une section qui est relative aux activités de gestion du projet. Donc en fait, c'est l'ancien groupe de tâches transversales dédié aux gestions. Il est dans une partie en fait du formulaire de candidature à part avec des questions spécifiques en phase 2 pour vous permettre en fait de prévoir les activités spécifiques à la gestion. Donc les structures et les procédures donc, qui sont mises en place pour assurer la qualité, les systèmes de communication interne, en fait toutes les activités en fait que vous allez mettre en place pour assurer une gestion et coordination administrative du projet cohérente et efficace. Donc, on insiste sur l'importance d'une rédaction claire et objective. Alors là, en fait, quand on parle d'une rédaction claire et objective, important en fait d'avoir un vocabulaire qui est compréhensible par, en fait, prendre l'exemple si c'était un citoyen normal qui n'est pas spécialiste de la thématique du projet, qui doit lire le formulaire de candidature, qui puisse le comprendre. Les évaluateurs, c'est un peu redondant de le dire, mais ils se fondent vraiment sur le formulaire de candidature et les informations fournies. C'est-à-dire qu'on ne part pas chercher de l'information complémentaire sur un site internet ou autre. Donc vraiment, c'est ce que vous indiquez dans votre proposition de projet, c'est la base et la seule base de l'évaluation du projet. Donc en fait, vraiment prêtez une attention particulière à la rédaction de votre projet pour qu'il soit compréhensible vraiment, même quand ce n'est pas un père, un spécialiste de la thématique touchée. Et également, sur la question de la rédaction, attention aux traductions. Pourquoi, en fait, dans le programme Sudo, on le répète pour les personnes qui connaissent pas le système actuel, mais en fait, c'est le même système dans le nouveau programme comme dans le programme actuel. C'est une co-instruction, c'est-à-dire que les autorités nationales instruisent dans leur langue. Donc, en fait, c'est important d'avoir une traduction correcte pour que la partie de la langue traduite qui va évaluer puisse le faire en ayant les mêmes informations que celles du chef de file. Et prévoir en fait qu'en cas de différence linguistique, c'est celle du chef de file qui va prévaloir. Donc vraiment prêtez attention aux traductions, c'est pas anodin. Une différence sur les traductions par rapport à ce qu'on connaissait sur le programme actuel, c'est que maintenant on a mis un délai supplémentaire en fait pour introduire les versions linguistiques autres que celles du chef de file. C'est-à-dire que lors de la clôture de l'appel à projet, donc au 31 mars, vous pourrez, c'est une possibilité, c'est en aucun cas une obligation, c'est-à-dire que si vous avez déjà toutes les traductions, mettez-les, c'est entre guillemets, voilà, ce sera fait.
Mais si vous avez un problème de temps ou autre, vous sachez que vous avez un délai de 7 jours calendaires supplémentaires pour introduire les versions linguistiques autres que celles du chef de file. Donc vraiment, j'insiste, celle du chef de file devra être présente dans Isudoe, dans l'application informatique, à la soumission du projet, donc maximum au 31 mars, ça peut être envoyé avant, sans problème. Et les autres langues pourront être introduites dans les 7 jours suivant le 31 mars. Le plan de travail du projet, pour résumer, on a des objectifs spécifiques du projet. Donc là, par exemple, dans ce cas-là, on en a mis 3, mais je répète, ce n'est pas une obligation d'en avoir 3. En phase 1, vous définissez ces objectifs spécifiques. Et en phase 2, vous avez les groupes de tâches correspondants qui doivent être renseignés de manière beaucoup plus détaillée, avec la partie de communication dans chaque groupe de tâches comme indiqué, et les activités, donc activité 1, 2, et toutes ces activités-là donnent lieu à des livrables et des réalisations. Donc là, vous avez un peu le schéma complet de votre plan de travail avec vos objectifs spécifiques qui sont définis dès la phase 1 et qui donnent automatiquement lieu en fait, à des groupes de tâches spécifiques dans la phase 2. Donc c'est important de bien définir les objectifs spécifiques lors de la phase 1 puisqu'ils vont automatiquement donner lieu en fait, à vos groupes de tâches en phase 2. Les groupes de tâches en phase 2, ce qu'on vient de voir en fait, les activités de communication, les activités spécifiques pour atteindre les objectifs spécifiques dans chaque groupe de tâches et donne lieu à des livrables et des réalisations. On a vu que chaque groupe de tâches ne donne pas forcément lieu à un livrable ou à une réalisation, ce n'est pas une obligation, c'est vraiment la cohérence et la nécessité dans chaque groupe de tâches qui vous dirige en fait vers l'obtention de ces réalisations et ces livrables. Et le groupe de tâches transversal pour la gestion du projet qu'on vient de voir juste avant. On a un groupe de tâches, bien important de le préciser, de préparation qui est donc facultatif. En fait, le groupe de tâches de préparation sur ce nouveau programme, ça va être en fait un montant, alors le mot me vient en espagnol, un montant forfaitaire. Voilà. Donc un montant forfaitaire de 12 500 € pour le projet, que vous pourrez en fait décider de prévoir ou de ne pas prévoir. Mais voilà, il faut savoir que c'est plus des dépenses réelles, comme c'était le cas sur ce programme-là, mais on est vraiment sur un montant forfaitaire pour un projet approuvé, 12 500 € pour tout le projet, et point. Alors, pour finir sur cette présentation, avant de voir le kit de candidature, on va parler d'un principe en fait, qui est nouveau sur ce programme-là. Alors, il n'est pas nouveau sur le fond, mais il est nouveau sur la forme et la manière de le développer. Donc, c'est le principe qu'on appelle DNSH en anglais, mais qui est en fait ne pas provoquer de dommages significatifs en français. Ça signifie qu'en fait, dans la définition du pacte vert pour l'Europe, les activités en fait, des projets soutenus par des fonds européens ne doivent en aucun cas causer de dommages significatifs à aucun des 6 objectifs environnementaux qui sont définis dans un règlement de l'Union européenne que vous pouvez aller voir si vous êtes intéressé par la question, qui s'appelle le règlement de la taxonomie de l'UE. Et en fait, on a résumé en fait, sur cette slide les 6 objectifs en fait, auxquels les projets ne peuvent en aucun cas causer de dommages significatifs. Alors, comme vous les voyez, ce serait vraiment problématique, effectivement, qu'un projet sudoé cause de dommages significatifs à ces principes-là. Donc, c'est l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et maritimes, la transition vers une économie circulaire, la prévention et le contrôle de la pollution, et la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Donc, ce principe, il existe. Le programme, en fait, en tant que financement de projet, doit s'assurer que les projets financés ne causent aucun dommage significatif à ces 6 objectifs environnementaux. En gros, dans le Sudoé, ce qu'on a prévu, c'est en fait une auto-évaluation. C'est-à-dire que dans le formulaire de candidature, première phase, il y a une question qui est prévue pour vous permettre d'indiquer en quoi votre projet contribue aux directives et à la réglementation européenne correspondant à la thématique que vous abordez. Et en fait, on va profiter de cette question pour que vous puissiez également
indiquer en fait en quoi vous ne causez aucun dommage significatif à aucun des 6 objectifs environnementaux qu'on vient de voir. Donc vous verrez que c'est une question très simple en fait, où vous n'avez juste à préciser que votre projet, il va expliquer que votre projet ne va causer aucun dommage significatif à ces 6 objectifs environnementaux. Donc avant de passer aux questions, on va voir maintenant en fait le kit de candidature donc, qui est disponible sur notre site internet. Donc je pense que vous voyez à l'écran le site internet du programme. Donc c'est pour vous montrer en fait où il est disponible. Vous rentrez sur notre page principale, vous allez sur la partie Sudoer 2021-2027, premier appel à projet. Et là, vous voyez que vous avez l'explication de l'appel à projet avec les priorités, les objectifs spécifiques. Et en bas de page, vous avez disponible au téléchargement le texte officiel de l'appel à projet, le guide et le kit de candidature. Sachez important, alors là, ça vous intéresse de l'avoir en français, mais si par exemple vous veniez à être chef de file, que vous avez un bénéficiaire qui vous demanderait, en changeant la langue ici, vous changez la langue de téléchargement en bas. Voilà. Donc aujourd'hui, le kit de candidature, vous cliquez, ça vous télécharge le kit de candidature. Donc moi, je suis sur un ordinateur où je n'ai pas installé pour développer RAR, donc je l'ai téléchargé en amont, mais en gros, voilà, ça vous le télécharge, vous l'ouvrez directement. Donc, on va voir, vous avez accès kit phase 1, kit phase 2. Donc, vous avez les 2 phases d'ores et déjà pour vous préparer. Là, c'est un conseil important. Quand vous préparez votre projet, c'est très important d'avoir déjà en tête, en fait, d'avoir au moins vu l'information qui va être demandée en phase 2. C'est vraiment important, on va voir à plein de niveaux, d'avoir déjà la phase 2 connue pour prévoir la phase 1 de manière plus cohérente. Donc, on va voir, je vais rentrer rapidement dans le modèle en fait, de proposition de projet. Donc, important de vous dire que là, on a un Word qui a été créé. Alors, attendez, je pense que vous voyez le Word à l'écran. Si ce n'est pas le cas, prévenez-moi. C'est important de préciser qu'en fait, c'est un Word qui a été créé pour que vous puissiez avoir accès, avant que Issudoer soit disponible, à la proposition de projet et que vous puissiez voir en fait, et commencer à travailler dessus sans aucun problème. Mais en fait, toute cette information-là, c'est vraiment important de savoir qu'elle va devoir être chargée directement sur l'application informatique du programme Issudoer. Vous n'aurez en aucun cas en fait, à charger ce document-là sur Issudoer. C'est directement, on pianote directement toute l'information sur l'application informatique. Donc, vous voyez en fait qu'il y a plusieurs. Donc, partie A, c'est l'identification du projet. Vous voyez qu'il y a énormément de champs qui sont générés automatiquement, en fait, qui viennent d'autres parties. Donc, généralement, ça vient du registre des entités ou d'autres parties, en fait. Donc, le code du projet, il est automatique parce qu'en fait, à partir du moment où vous envoyez votre projet dans Issudoer, automatiquement, vous allez avoir un code qui va être assigné pour votre projet. Donc, ça, ce n'est pas une question en fait, dont vous avez à vous soucier. Titre du projet, acronyme du projet, ça oui, vous voyez que c'est des questions en fait, sur lesquelles vous avez besoin de pianoter. La priorité du programme avec un menu déroulant, l'objectif spécifique du programme, la durée du projet, le nom du chef de file. Donc, je passe assez rapidement, hein, c'est des parties qui sont assez basiques. Vous avez la partie du résumé du projet avec vraiment une partie en fait, où vous devez écrire exactement le résumé avec une limite de caractères bon, qui est assez, elle est correcte, c'est pas très court. Ça vous permet vraiment de développer un peu le résumé du projet. La présentation générale du partenariat, donc là vous voyez qu'en fait c'est important d'expliquer que cette partie-là elle est complètement automatique. Pourquoi? En fait, le chef de file du projet va devoir introduire dans cette partie les codes respectifs de chacune des entités. Je m'explique. Les entités qui vont vouloir être bénéficiaires du projet vont devoir préalablement s'enregistrer. C'est-à-dire que chaque entité va devoir s'enregistrer comme entité. Et à la fin de son enregistrement, il va se voir assigner un code Issudoer de son entité. Donc, c'est indépendant en fait, du projet sur lequel il se présente, puisqu'en fait, cet enregistrement et ce code, il va lui valoir à cette entité pour
déjà pour tout cet appel à projet-là, s'il participe à plusieurs projets, mais également si dans un prochain appel à projet, il veut se présenter, le code ISUDOE vaudra également. Donc en fait, ça c'est vraiment indépendant pour chaque entité. Il s'enregistre, il a un code ISUDOE et il envoie en fait ce code ISUDOE, il communique ce code ISUDOE à son bénéficiaire principal dans les projets dans lesquels en fait il veut participer. Et le bénéficiaire principal, qui est le seul habilité à introduire de l'information dans la proposition de projet dans ISUDOE, en introduisant en fait le code ISUDOE de ses bénéficiaires, il va voir automatiquement apparaître ces champs-là. Donc le nom du bénéficiaire, le pays, le NUTS. Donc voilà, donc ça c'est important de l'avoir à l'esprit. Si vous êtes chef de file, de demander aux entités de s'enregistrer, de vous communiquer le code. Si vous êtes simplement bénéficiaire, de vous enregistrer et de communiquer ce code à votre bénéficiaire principal, à votre chef de file du projet. Important de préciser, c'est une question qu'on a énormément, l'enregistrement de l'entité sur le programme 21-27 est nouveau complètement, donc vous devez le refaire, même si vous aviez déjà été enregistré sur le programme antérieur. On est sur des programmes complètement différents. Bon, les données qu'on va vous demander sont les mêmes ou pratiquement les mêmes, donc voilà, ça ne va pas vous changer énormément, mais vous devez faire un enregistrement nouveau. C'est important de le préciser. On passe sur les partenaires associés. Alors là, c'est important. Un partenariat SUDOE, il est composé de bénéficiaires et de partenaires d'Andorre. Mais il peut être également composé de partenaires associés. Donc, partenaire associé, c'est une entité qui ne reçoit pas de FEDER. C'est important de le préciser. Par opposition, en fait, avec les bénéficiaires qui, eux, en reçoivent. Alors, le partenaire d'Andorre, on le met un peu à part parce qu'il ne reçoit pas de FEDER non plus, mais on le catégorise dans la partie du bénéficiaire. Mais c'est vraiment un cas à part, le partenaire d'Andorre. Donc, vraiment, par opposition aux bénéficiaires qui reçoivent du FEDER, dans les partenaires associés qui ne reçoivent pas de FEDER, mais qui participent au projet, donc qui ont en fait une importance dans le développement du projet. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons qui sont là. Généralement, c'est leur participation en fait est telle qu'elle ne permet pas une participation avec un budget, avec les budgets minimums demandés par le programme, ou c'est des entités qui sont situées sur des zones géographiques non éligibles au programme. Enfin, il peut y avoir multitude de situations, mais ces entités-là, en fait, apportent, c'est vraiment la caractéristique la plus importante, apportent quelque chose au projet. Leur présence, en fait, a une explication, apporte une plus-value. Et donc, en fait, c'est là où vous allez devoir expliquer, en fait, qu'est-ce que cette entité apporte. On n'est pas du tout sur de l'affichage, vraiment pas. On peut très bien dire, si dans le formulaire de candidature, vous indiquez que la Commission européenne est partenaire associé du projet, mais que dans la partie d'explication de qu'est-ce qu'elle apporte, on n'a rien, ben, ça ne va rien apporter, en fait, ça va rester à de l'affichage et point. Donc, c'est important d'avoir ça en tête au moment de prévoir les partenaires associés. Important aussi, on voit que c'est complété automatiquement, les partenaires associés ne doivent pas obligatoirement s'enregistrer. Je m'explique. L'enregistrement ISUDOE ne vaut que pour les entités qui souhaitent être bénéficiaires. Donc, on peut très bien avoir un partenaire associé qui souhaite être bénéficiaire dans un autre projet, donc qui s'enregistre, mais pour vraiment la partie d'être partenaire associé dans un projet, il n'en a pas besoin. C'est propre projet pour le coup, cette partie-là. C'est le chef de file en fait qui introduit cette information-là et point. On passe au budget total éligible. Donc en première phase, c'est l'une des parties en fait sur lesquelles c'est important d'avoir en tête en fait les deux phases, vraiment. Bon, toutes les parties, c'est important de l'avoir, mais sur celle-là, il y a vraiment une prégnance forte à le prévoir dès la première phase. En gros, vous voyez qu'en première phase, sur la partie du budget, vous n'allez indiquer en fait qu'un budget de dépenses éligibles maximum par bénéficiaire. Donc, en fait, vous allez prévoir un budget maximum par bénéficiaire qui va vous donner un budget maximum du projet.
Et c'est important en fait d'avoir en tête que ce budget maximum du projet, il ne pourra jamais être dépassé en seconde phase. Donc en gros, il faut travailler sur un budget cohérent. Il faut travailler sur un budget en fait qui est en cohérence avec les activités prévues et aussi en fait sur un budget qui en seconde phase sera également cohérent et ne vous bloquera pas, on va dire. Je prends un exemple, vous partez, vous regardez que trop peu en fait les activités prévues et vous prévoyez un budget pas du tout cohérent avec vos activités et vous partez sur du minimum sur chaque entité, 100 000 € chacun. En seconde phase, vous vous rendez compte que les activités que vous avez prévues avec ces 100 000 €, vous n'y arrivez pas du tout, eh bien, vous n'allez pas pouvoir augmenter le budget du projet. C'est-à-dire que vous allez rester sur ce total projet. Ce qui est possible en seconde phase, c'est des ajustements entre partenaires. Alors là, c'est pareil, si vous avez prévu 100 000 € par partenaire parce que vous n'avez pas trop prévu votre budget de manière anticipée, vous n'allez pas avoir de marge en fait pour faire des ajustements entre bénéficiaires en seconde phase. Donc vraiment important d'avoir une vision dès la première phase assez cohérente et le plus proche possible de la réalité. Ça, c'est vraiment important. On comprend bien que sur certains postes de dépenses, c'est difficile d'avoir les montants exacts d'ores et déjà dès la première phase, presque un an avant vraiment l'exécution des projets. Mais c'est important vraiment d'avoir déjà une vision le plus proche de la réalité des montants en fait, que vous allez mettre en œuvre dans le projet pour avoir un budget le plus cohérent possible et le plus proche de la réalité possible. La partie B, donc, on en a parlé un peu en amont, et donc là on la matérialise, hein, on en a parlé pendant la présentation. C'est la partie donc, vraiment de description du projet dans la phase 1, donc, qui est assez schématique, mais sur laquelle en fait, vous allez devoir introduire vraiment toute la logique d'intervention de votre projet de manière résumée. Donc on a, premièrement, vous voyez qu'en fait on a un tableau qui vous permet de développer en fait toute la logique d'intervention du projet. Alors on a les 3 objectifs spécifiques maximum dans une première partie avec les activités prévues pour les atteindre. Donc ces activités prévues, elles ne sortent pas de nulle part, elles ne sont pas hors sol, hein, c'est des activités que vous prévoyez ensuite dans vos groupes de tâches en seconde phase. Donc ce qu'on avait précisé, on a les objectifs spécifiques qui se correspondent exactement avec les groupes de tâches. Donc en fait, chaque objectif spécifique va correspondre en seconde phase à un groupe de tâches. Et ces groupes de tâches vont contenir des activités qui sont les activités qu'on vous demande de développer dans cette partie-là. Alors évidemment, on n'est pas du tout sur le même degré de détail, puisque en première phase, vous le voyez, on a des activités qui sont limitées en caractère, qui sont vraiment de manière globale, mais c'est dans cette partie-là en fait, où vous devez permettre aux instructeurs, par votre rédaction, de comprendre qu'est-ce que vous souhaitez obtenir dans chaque groupe de tâches et de quelle manière en fait, démontrer qu'avec les tâches que vous pensez développer, vous allez pouvoir obtenir les objectifs que vous vous fixez. On voit que sur une seconde partie du tableau, on a les principales réalisations prévues par le projet. Donc là, c'est également, hein, c'est vraiment que vous prévoyez vos activités qui vont en consonance avec les objectifs spécifiques. Et les objectifs spécifiques donnent lieu à des réalisations. Donc pareil, hein, ce n'est pas parce qu'on a 3 objectifs spécifiques qu'on a forcément 3 réalisations. Je le répète, vraiment, c'est important de l'avoir en tête. Vous devez sélectionner l'indicateur de les réalisations auxquelles la réalisation contribue. Donc là, a priori, c'est assez simple. Hein, on l'a vu dans les webinaires antérieurs. On a les stratégies, on a les plans d'action qui ont un indicateur de réalisation qui contient exactement le même vocabulaire. Donc, c'est très simple de sélectionner l'indicateur. On a l'activité pilote, exactement, qui a le pilote comme indicateur de réalisation. Et indiquer la valeur cible de la réalisation, c'est-à-dire est-ce que j'ai une stratégie, est-ce que j'en ai plusieurs, est-ce que j'ai une activité pilote, est-ce que j'en ai plusieurs, et donc mettre vraiment l'objectif du projet par rapport aux réalisations prévues. On a l'objectif principal du projet. Donc l'objectif principal du projet également, on en avait parlé lorsqu'on a fait le webinaire sur la logique d'intervention. L'objectif principal du projet, c'est celui qui en fait est lié directement à l'objectif spécifique du programme auquel votre projet va contribuer. Donc là, c'est pareil, il vous faut en fait matérialiser quel est l'objectif principal du projet par rapport en fait en consonance avec l'objectif spécifique du programme dans lequel vous présentez le projet.
Et en fait, l'objectif principal du projet, il est en parallèle avec le résultat ou les résultats du projet et l'indicateur de résultat du programme. Donc, en fait, à travers ce tableau, vous, en fait, vous développez toute la logique d'intervention de votre projet de manière résumée pour que, comme j'avançais avant, n'importe quel lecteur, donc dans votre cas, ça va être les personnes qui vont évaluer votre projet, comprennent et voient en fait de manière assez simple que votre projet contribue au programme et que tout ce que vous prévoyez de réaliser dans votre projet vous permet, ou en tout cas est cohérent avec les objectifs que vous vous fixez. Sur la partie B2, on a une partie donc sur la pertinence et le contexte du projet dans lequel vous avez en fait une suite de questions avec des espaces ouverts à la réponse, avec une limitation de caractère assez ample qui vous permet de répondre assez. Alors, il faut être quand même simple et aller vraiment au point principal en fait de réponse, mais c'est assez confortable. Donc, on a une partie sur les défis territoriaux en fait que le projet va aborder. Quelle est la problématique identifiée et en quoi en fait le projet innove dans l'approche adoptée. Une partie sur la coopération transnationale et pourquoi elle est nécessaire pour atteindre les objectifs et les résultats du projet. Notre partie en fait sur les groupes cibles qui va être bénéficiaire des réalisations de votre projet. Avec les groupes cibles, vraiment, on va vous demander de les identifier et en fait de décrire en quoi ils vont être bénéficiaires de votre projet. Toutes ces questions, je les passe assez rapidement, mais elles ont une importance capitale ensuite au moment de l'évaluation de votre projet, puisque le projet il doit absolument démontrer qu'il y a une nécessité qui existe, qu'il y a une problématique en fait qui a été identifiée claire à laquelle le projet essaie de répondre, démontrer en fait en quoi le projet est innovant dans son approche, que ce soit dans son approche directement ou dans la manière en fait de transposer une solution existante sur un autre territoire. Tous ces points-là, en fait, ils sont centraux au moment de l'évaluation de votre projet. Vous verrez qu'il y a un tableau qui fait le parallèle en fait dans le guide du programme, qui fait le parallèle entre les points d'évaluation du projet, les critères d'évaluation et les sections de la proposition de projet où en fait l'évaluateur va aller chercher l'information pour évaluer le point de l'évaluation. Comment le projet contribue. Alors ce point-là, effectivement, c'est le point dont on a parlé en avant quand on a parlé du principe du DNSH, donc sur en fait de ne pas faire je me souviens plus en français le terme, mais en fait j'ai un trou en fait, de dommages significatifs, exactement, de dommages significatifs au principe en fait développé dans le règlement de l'Union européenne de la taxonomie. Donc en fait, c'est dans cette partie-là qui est plus large, qui ne se limite pas en fait à ce principe-là, qui en fait vous demande d'indiquer les stratégies et les politiques auxquelles votre projet va contribuer. Et donc c'est dans cette partie-là que vous allez devoir indiquer en quoi votre projet ne cause pas de dommages significatifs aux principes définis dans le pacte vert pour l'Europe et dans le règlement de taxonomie de l'Union européenne qu'on a vu dans la slide, dans la présentation juste avant. Donc cette partie-là, vous allez devoir vraiment développer toutes les stratégies et les politiques et comment votre projet contribuera. Donc la nommer et de manière très résumée indiquer la contribution du projet. Les synergies avec les projets et l'initiative de l'Union européenne ou autres organismes qui vont être utilisés par le projet. Comment le projet exploite les connaissances disponibles. Et enfin, passer sur la partie B3 de la partenariat du projet. Dont en fait, là, on a vu, ça va être une partie en fait, dans laquelle vous allez devoir décrire, expliquer. On a vu en fait comme partenariat, ce n'est pas simplement une somme d'entités qui sont là un peu de manière chacune de son côté, entre guillemets. Un partenariat, ça doit être plus que ça, en fait. Et là, c'est cette partie-là dans laquelle vous devez expliquer, en fait, en quoi il y a une complémentarité, en quoi ils sont nécessaires, chaque entité qui est présente, pour mettre en œuvre le projet et atteindre les objectifs, et quelle est la contribution de chacun
en fait, au développement du projet. Une partie sur l'impact territorial du projet. Donc, vous allez devoir indiquer en fait le territoire dans lequel le projet va intervenir. Alors là, c'est important de bien préciser. On ne parle pas de nous dire où sont situées les entités du projet, les entités bénéficiaires du projet, mais en fait de nous indiquer vraiment dans quelle zone le projet va réaliser ses actions, va intervenir directement. Alors ça peut être complètement confondu l'un avec l'autre, mais ça peut également ne pas l'être du tout. Donc c'est important d'avoir à l'esprit, c'est les zones en fait dans lesquelles le projet va intervenir. Comment votre projet va contribuer au rééquilibrage territorial de l'espace sud-ouest? Alors là, c'est en fait c'est un des points vraiment importants qui caractérise l'espace sud-ouest, c'est que c'est un espace qui a indiqué vraiment comme objectif général en fait, de rechercher un rééquilibrage territorial urbain-rural dans l'espace. Donc en fait, c'est la question dans laquelle vous allez devoir expliquer en quoi votre projet contribue à cet objectif-là. Le partenariat du projet, donc, qui est ici résumé, en fait, en reprenant directement toute l'information de l'enregistrement qu'on a, en fait, on a vu un peu en amont de la présentation, de l'enregistrement de chaque entité. Ici, en fait, va apparaître toutes les informations qui vont venir directement du registre des entités. Important, la partie sur les représentants, donc sont directement le représentant légal, la personne de contact vient directement du registre des entités. Donc c'est important en fait que dans le registre des entités, les entités en fait portent attention au représentant légal, il y a moins de problèmes, mais surtout sur la personne de contact, savoir que ces personnes de contact-là, c'est ensuite les personnes de contact qui, lorsqu'il y a des communications en fait générales du programme, vont recevoir toute l'information directe. Donc c'est important d'avoir la personne de contact joignable qui est disponible dans l'entité pour recevoir ce type d'information. Motivation et contribution des bénéficiaires. Donc cette partie-là, elle est très importante par rapport en fait à la partie des critères d'éligibilité qu'on a vu sur les webinaires antérieurs. En gros, vous avez vu qu'il y a des types d'acteurs en fonction des objectifs spécifiques dans lesquels vous présentez le projet, des types d'acteurs qui sont obligatoires, qui doivent être absolument présents en tant que bénéficiaires dans les projets sud-ouest. Donc en fait, cette partie, c'est la partie en fait, qui va nous aider à nous programmer, en fait, qui va nous donner une base d'études pour voir en fait, est-ce que ces acteurs-là sont bel et bien présents dans le projet. En fait, ce que vous allez devoir faire dans ce projet, dans cette partie-là, c'est indiquer en fait à quel type d'acteurs tels qu'ils apparaissent dans le texte de l'appel à projet et qui sont obligatoires, à quel type d'acteurs correspond l'entité bénéficiaire qui est dans mon projet. Et justifiez votre choix en fait, en vous référant directement au statut, aux compétences. Par exemple, si vous indiquez je suis une autorité publique compétente, l'entité numéro 2 de mon projet, le bénéficiaire numéro 2, est une entité publique compétente au sens du programme. Il vous faudra dans cette partie-là en fait, expliquer, justifier votre choix en vous référant au statut de l'entité, les compétences d'où elles viennent, en gros expliquer de manière très brève votre choix. Et ça en fait, ça va faire une architecture, ça va vous donner une architecture en fait de chaque bénéficiaire qui doit correspondre à des types d'acteurs tels qu'ils apparaissent dans le texte de l'appel à projet et vous permettre de vérifier vous que vous avez bien les types d'acteurs obligatoires et nous de bien en fait d'avoir une base d'études pour vérifier cette question-là. Lors de l'éligibilité, donc là vraiment on parle vraiment on est sur la partie critères d'éligibilité qui va permettre en fait de dire ce projet va être évalué ou ne va pas l'être en fonction de ces questions-là. Important de savoir qu'en fonction de ce que vous allez introduire dans cette partie-là, Sud-Ouest fera une vérification et vous dira attention, il vous manque un type d'acteur ou pas. La partie sur les partenaires associés donc reprend l'information du partenaire associé et vous demande de compléter. Donc ça, c'est vraiment la partie, ce qu'on a vu avant. Vu que le partenaire associé, il n'a pas d'obligation
s'enregistrer. Il y a pas mal d'informations très spécifiques qu'il va falloir compléter directement dans le projet, puisqu'il va être propre à chaque projet. Donc notamment tout ce qui est l'adresse postale, le représentant légal, la personne de contact, et surtout la partie vraiment fondamentale lorsqu'on parle des partenaires associés, c'est la partie décrivez le rôle du partenaire associé. C'est ce qui va permettre en fait lors de l'évaluation de votre projet de faire la différence, j'insiste et j'exagère de manière vraiment exprès, mais entre de l'affichage et vraiment un partenariat associé qui est vraiment pensé, qui apporte quelque chose au projet, qui permet vraiment une plus-value et qui est vraiment là en fait avec quelque chose à apporter au projet. Personnes de contact, pareil, je ne reviens pas, c'est important d'avoir vraiment les personnes de contact, s'attendre en fait à ce que cette personne de contact soit contactée, par exemple lorsqu'on va faire l'étude de l'admissibilité du projet, de l'éligibilité du projet. Dès qu'on va avoir en fait besoin de rentrer en contact avec le projet, ça va être la personne qu'on va contacter. Donc important les emails, que ce soit deux emails corrects de personnes de l'entité chef de file qui soient donc disponibles pour recevoir de l'information sur ce projet. Bon, cette annexe-là, c'est une annexe qui catégorise en fait des types d'entités selon. Ça a été homogénéisé en fait au niveau européen avec Interact qui a fait ce travail-là, et donc qui homogénéise en fait les types d'entités. Donc là, on a vu le modèle de proposition de projet. Maintenant, je vais rentrer rapidement sur la partie document en fait à remplir. Par le chef de file, vous avez un document donc, qui sont très proches des documents qui existaient actuellement, hein, déclaration de responsabilité d'engagement du chef de file, donc avec une série d'engagements en fait, hein, que le chef de file prend au nom du partenariat, signé, électronique ou manuscrit en fonction de ce que nous, on ne saura que vraiment favoriser au maximum les signatures électroniques, hein, puisqu'elles nous permettent en fait d'éviter le format papier. Hein. Donc ces documents-là, il vous faudra les générer dans Issudoe, les signer et les charger. Donc ça n'a pas trop changé par rapport à ce qu'on avait actuellement. Peut-être qu'au niveau visuel, ils changeront un peu par rapport à ce que vous voyez à l'écran, mais c'est pour que vous sachiez d'ores et déjà en fait quelle est l'information qui va être demandée. C'est vraiment une information basique. Donc il y en a une pour le chef de file, et ensuite des déclarations d'intérêt de chaque bénéficiaire et partenaire d'Andorre, s'il y avait un partenaire d'Andorre qui participait. Ce document-là n'est pas demandé pour les partenaires associés, c'est simplement pour les partenaires qui vont être bénéficiaires ou partenaires d'Andorre. Donc, vous voyez que c'est vraiment des données très basiques. Pareil, indiquer le projet, une suite d'engagements et une signature. Donc, vraiment, on est sur quelque chose de très simple. Je vais passer très rapidement, parce que je me suis un peu étendu peut-être sur la partie première phase. Sur la partie seconde phase, juste pour que vous ayez une idée, mais je vous conseille d'ouvrir directement le kit seconde phase et de regarder. On a un formulaire de candidature seconde phase, là, beaucoup plus fourni. Je vais passer très rapidement parce que ce n'est pas l'objet du webinaire aujourd'hui. Mais on a des parties en fait qui reviennent automatiquement, qui sont automatiquement reprises de la première phase. Donc le résumé, voilà, il y a plein de parties, vous allez voir, qui viennent directement de la première phase. Et ensuite, vraiment des parties, le budget qui va être beaucoup plus développé avec vraiment un détail beaucoup plus important, les indicateurs de réalisation et de résultats, la description du projet, celle-là, on la reprend de la première phase, mais vous avez ensuite la pertinence avec des descriptions, toute la partie en fait pertinence et contexte, avec les mêmes questions que la première phase, avec des parties en fait dédiées à la description complémentaire en seconde phase. Donc vraiment en fait le formulaire de candidature seconde phase, il est très proche du première phase, mais beaucoup plus détaillé, avec beaucoup plus d'informations à apporter. Donc là, on continue le plan. Alors, le plan de travail du projet, donc ça, c'est une des parties qui apparaît en seconde phase, qui n'était pas comme telle dans la première phase. Vous avez vraiment chaque groupe de tâches qui doit être vraiment très détaillé, un résumé descriptif, les bénéficiaires qui participent, un bénéficiaire responsable, les activités avec des périodes qui vont en fait vous définir votre chronogramme en fonction des périodes de début et de fin de chaque activité que vous indiquez. Donc vraiment, c'est les livrables, les réalisations. Bref, vraiment, vous avez en seconde phase un formulaire de candidature beaucoup plus fourni, les résultats du projet, des questions nouvelles qui apparaissent, durabilité, transfert des réalisations générées par le projet,
le chronogramme qui est automatique par rapport à ce que vous indiquez dans les groupes de tâches, le groupe de tâches transversal relatif à la gestion du projet dont je vous ai parlé, qui apparaît en seconde phase. Donc, vous avez des questions en fait qui vous orientent pour un peu prévoir une gestion efficace de votre projet. Une question beaucoup plus générale sur la communication, puisque les activités de communication, elles sont vraiment prévues dans chaque groupe de tâches. Vous avez une question quand même générale sur l'approche globale en fait de la communication, la gestion financière, les principes horizontaux, donc qui apparaissent également, sur lesquels vous allez devoir indiquer en fait votre contribution. Donc toutes ces questions-là, on y reviendra si le projet, évidemment, si votre projet a la chance de passer en seconde phase, on le verra beaucoup plus en détail. Comme j'ai vu la proposition de projet, on verra le formulaire sur seconde phase beaucoup plus en détail. Donc, voilà, c'était pour que vous ayez un peu une vision de vraiment le formulaire de candidature seconde phase. Et donc, vous avez donc le plan financier seconde phase, un document qui apparaît également en seconde phase, qui est la justification du plan financier, dans laquelle vous devez en fait traduire votre budget en dépenses, concept de dépenses, vraiment aller vraiment au détail de en quoi vous allez dépenser l'aide FEDER qui va être octroyée au projet, des déclarations qui sont vraiment très proches en fait, déclarations d'engagement, ce qu'on a en première phase, des modèles qui sont liés en fait à l'application des règles d'aide d'État, mais qui a priori dans ce nouveau programme, avec la simplification qu'il y a eu, ne devrait pas a priori être généralisé, puisque a priori vous devriez être hors ces questions-là, mais les modèles ont le mérite d'exister pour que vous puissiez un peu y jeter un coup d'œil en seconde phase. Le modèle d'accord de collaboration, qui est le modèle d'accord de collaboration entre tous les partenaires du projet. Donc voilà, on a fait un peu le tour du kit de candidature. Je pense que du coup, on pourrait passer aux questions. Juste avant de passer aux questions, je donnerai peut-être la parole à, je ne sais pas si par exemple l'autorité nationale française, vous souhaiteriez ajouter quelque chose avant de passer aux questions? Oui, merci Christophe. Non, tu as été très très complet, donc difficile de rajouter quelque chose en plus. Voilà, l'importance quand même de la phase 1 et rappeler le nombre de candidatures qu'on peut recevoir sur la première phase. Donc il faut que votre projet il soit déjà bien construit quand même sur la phase 1 parce que le filtre, la concurrence est rude en phase 1. Et il ne faut pas qu'il y ait un écart aussi énorme entre ce que vous affichez en phase 1 et ce que vous afficherez en phase 2. Donc, et notamment sur la question de budget, n'affichez pas des budgets à plusieurs millions d'euros si au final, on est à peine 1 million. Voilà. Donc il faut quand même que ce soit assez proche. Il faut que vous ayez quand même une idée assez précise de ce que vous voulez faire en phase 2 et dans le développement de votre projet. Donc soyez prêts alors je sais que les délais, voilà, l'appel à projet est lancé demain, mais voilà, il faut que vous soyez quand même relativement bien préparés pour répondre à la première phase de l'appel à projet. Merci. Merci Sébastien. Alors, avant peut-être de prendre les questions, je vais juste repréciser, je me dis que ça a déjà été précisé dans les webinaires antérieurs, mais enfin, vu qu'on est quand même assez peu, s'il y a des gens qui ont un micro, on peut très bien prendre la question à l'oral. Donc je vois qu'on a déjà 2 mains levées, de M. Caro qui a levé la main très tôt dans la réunion, donc je vais lui donner la parole. Monsieur Caro, si vous avez la parole. Bonjour, de la communauté d'agglomération Rochefort-Océan, Caro, Guillaume Jules. Alors j'ai plusieurs petites questions, je ne vais pas tout vous puis je laisserai la parole aux autres. J'ai une question plus de fond pour bien comprendre les différences entre groupe de tâches, réalisation et résultat. Est-ce que vous pouvez parce que j'ai une idée, mais comment ça peut, que ça peut être confondu dans mon esprit entre les deux, trois, notamment groupe de tâches et puis réalisation, qu'est-ce qui diffère? Voilà, au niveau des délais,
Après, je vais pas tout. Au niveau des délais, phase 1 et phase 2, c'est sur le 31 mars, les deux? Enfin, l'écriture, la remplacement, non? C'est phase 1 le 31 mars, c'est ça? C'est deux phases compétitives complètement différentes. C'est-à-dire que là, on est sur une phase 1 dans laquelle vous présentez la première version de la proposition de projet que je vous ai un peu commentée. Donc, c'est une proposition de projet, on va dire, light, un peu plus light par rapport à ce qui est demandé en seconde phase. Donc là, en phase 1, au 31 mars, vous allez devoir indiquer cette proposition de projet-là, vous allez devoir renseigner les informations demandées dans ce document modèle-là. Et c'est seulement, en fait, si votre projet est autorisé à passer à la seconde phase, c'est-à-dire qu'il a une note suffisante sur l'objectif spécifique dans lequel il se présente pour passer à la seconde phase, que vous devrez du coup remplir le formulaire de candidature complet seconde phase qui sera donc un peu plus tard en fonction du nombre de candidatures qu'on va recevoir. Ah ok, ouais, ça sera défini un peu plus tard. On n'a pas encore des éléments sur la deuxième échéance de phase 2. Les dates ne sont pas officiellement fixées, non, encore. Mais ça sera quoi à peu près? 3 mois, 2 mois, 6 mois? Mais en fait, ça dépend beaucoup du nombre de candidatures qu'on va avoir en première phase. Ouais, d'accord. Juste pour vous donner un ordre de grandeur, hein, sur le premier appel à projet du programme antérieur à 21-27, on avait eu pratiquement 500 candidatures. En fait, on ne peut pas prévoir le même temps d'instruction si on a 500 candidatures que si on en a 250, pour vous dire quelque chose. Donc, mais dans tous les cas, c'est une donnée qui va être communiquée très rapidement, puisqu'en fait, dès qu'on va avoir le nombre de candidatures qu'on a reçues en première phase, on pourra assez facilement prévoir un calendrier pour la seconde phase. Et sur le fond, en fait, entre la notion de groupe de tâches, réalisation, alors, est-ce que vous pouvez préciser? Le groupe de tâches, on va dire que c'est un support d'organisation. C'est-à-dire que le groupe de tâches, c'est une manière d'appeler vos activités et c'est une manière d'organiser vos activités. Ouais, les moyens qu'on met en œuvre pour arriver à vos objectifs. Donc en fait, si je pars du gros en descendant vers le plus précis, c'est que j'ai un objectif spécifique qui est, je ne sais pas moi, trouver une solution à un problème donné. C'est mon objectif spécifique. Donc j'ai ce groupe de tâches-là qui va être complètement correspondant à cet objectif spécifique-là. Et dans ce groupe de tâches-là, je vais prévoir des activités. Alors ces activités, ça peut être, je vais aller sur le terrain, vérifier que la donnée elle est exactement comme ça. Je vais aller sur le terrain pour faire une analyse et voir que confirmer ça. Je vais prévoir d'acheter tel équipement pour préparer mon pilote, parce que je vais mettre en œuvre le pilote pour tester la solution. Et donc, en fait, toutes ces petites activités-là, qui sont vraiment le jour de votre projet, c'est les activités qui vont composer le groupe de tâches. C'est les tâches, en fait. J'avoue, on a des termes un peu différents, mais parce que l'activité, c'est une tâche, le groupe de tâches, ça peut être un groupe d'activités. Enfin, voilà. C'est le degré le plus bas de votre projet, de ce que vous allez faire au jour le jour. Ce groupe de tâches-là, il va peut-être, mais pas forcément, il va peut-être donner lieu à l'obtention d'une réalisation. Par exemple, dans l'exemple que je viens de donner où j'ai un pilote qui va être réalisé, eh bien, je vais avoir une réalisation. La réalisation, ça va être l'activité pilote. Donc en fait, ça ne va pas être toutes les activités que vous allez mettre en œuvre, sinon vraiment la partie qui en ressort, c'est-à-dire soit le pilote, c'est quelque chose de tangible, donc vous pouvez le montrer, donc ça va être ça. Soit le pilote, c'est la mise en place d'une stratégie directement sur un territoire donné, donc ça va être un document qui va résumer en fait cette intervention-là sur le terrain. Mais en gros, ça va être quelque chose de tangible, la réalisation qui vous permet en fait de dire, voilà, moi le pilote, je l'ai mis en place, j'ai ce document-là où j'ai ça peut être plein de... Est-ce que choses pour donner un exemple pour que je vois à peu près, mais par exemple, nous, on est sur de l'accompagnement d'acteurs, de porteurs de projets de création d'activités, d'entreprises, etc. Est-ce que dans le groupe de tâches, on définira plutôt cet accompagnement qu'on pourra faire via un coach, et leur réalisation, ça serait quoi? Ça serait la transformation de ces acteurs accompagnés, c'est-à-dire en un nombre de créations d'entreprises, par exemple.
Alors, c'est pas parce que je ne veux pas répondre à votre C'est question. plutôt un résultat. Si on... J'essaye de comprendre techniquement ce que c'est. Oui, non. Si on passe sur du cas concret comme le vôtre, moi, ce que je vous recommande dans ce cas-là, c'est qu'il y a un autre outil en fait qui est beaucoup plus, on va dire, pensé pour ce type de discussion-là, qui serait de demander un café virtuel. Alors, c'est très simple, hein, je peux vous le montrer à l'écran. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de le voir, mais je vous le montre à l'écran. Quand vous êtes sur notre site internet, oui. Vous avez une partie en fait ressources, oui. Et vous avez une partie café virtuel. Et en fait, vous pouvez demander en fait à avoir un rendez-vous de 30 minutes avec un membre du secrétariat. Donc ça peut être moi-même, mais ça peut être par exemple Alexandre qui a fait un responsable de projet en fait du secrétariat. On aura un rendez-vous de 30 minutes pour voir ces questions-là en fait vraiment appliquées à votre projet. Pouvoir voir exactement comment mieux penser, par exemple, si vous avez une idée de projet avec l'objectif spécifique, les objectifs spécifiques de votre projet, on peut voir s'ils sont bien. Alors, on ne va pas non plus vous faire le projet entre guillemets, mais on va vraiment vous accompagner de manière beaucoup plus personnalisée pour votre projet. Et je pense que c'est quand même, dans votre cas, ce serait d'être le plus simple de demander ce café virtuel-là, et on le voit ensemble sans aucun problème. Merci, je vais laisser la parole. Alors, on a une autre main levée de Magali Gérino. Vous avez la parole. Oui, merci. Une question vraiment de base sur l'information là pour les objectifs affichés du programme Sudway. Il y a une numérotation là qui est bizarre en fait sur le site. Dites-nous celle qu'on doit suivre, s'il vous plaît, parce que et en fait, ma question, c'est donc, on n'a bien qu'un seul objectif à choisir, donc dans une des priorités. On ne doit pas en avoir un dans chaque priorité. Exactement. En fait, quand on parle d'objectifs spécifiques du programme, effectivement, la numérotation, elle a un peu, elle a sa logique, mais effectivement, elle pourrait aussi ne pas l'avoir, entre guillemets. Bon, bref, je vous dirais de ne pas vous préoccuper avec ça, parce qu'en fait, vous allez avoir un menu déroulant, vous allez en choisir qu'une. Donc, quand vous allez rentrer dans Sudway, quand vous allez avoir besoin en fait, de rentrer votre projet dans Sudway, vous allez avoir un menu déroulant. Vous allez en choisir une, celle qui est la vôtre, en lisant l'intitulé de l'objectif spécifique, et point. Donc, vraiment, on va dire que je vois qu'Isabelle a demandé la parole. Oui, vas-y, non, continue. Donc en fait, vous n'allez pas du tout avoir à vous en préoccuper parce qu'en fait, ce qui a à vous préoccuper, c'est le contenu de votre projet et le contenu de l'objectif spécifique sur lequel vous souhaitez vous présenter, puisque ça, c'est vraiment le fond de la question. Et en fait, une fois que vous avez le contenu de l'objectif spécifique qui est clair, vous savez que c'est à cet objectif spécifique-là que vous allez choisir et point. Donc la numérotation, entre guillemets, c'est complètement secondaire pour vous. Vous l'indiquerez parce que ça viendra automatiquement dans le menu déroulant et point. D'accord. Et donc, pour finir avec ce plan général-là, quand vous dites que chaque GT a ses activités, là, sur la diapositive que vous nous avez montrée, en fait, on a des activités, on peut avoir des activités communes à différents GT. C'est une simplification. Alors, non, je pense que ce qu'on voyait, je vais remettre à l'écran la slide. Ce qu'on voyait, c'était ce qu'on appelle les livrables et les réalisations qui peuvent être en fait en commun, puisqu'en fait, il n'y a pas une obligation d'avoir un livrable ou une réalisation par objectif spécifique et donc par groupe de tâches. Donc, je pense que vous vous référez, je ne sais plus si j'ai reparti je repartage mon écran. L'instant. Ah oui, d'accord, c'est les livrables et réalisations. Je pense que vous référez à là, vous voyez qu'en fait, on a bien nos groupes de tâches qui sont bien l'un à côté de l'autre avec ses activités propres. Et effectivement, on peut avoir, ce n'est pas une obligation, on pourrait très bien avoir un livrable, une réalisation par groupe de tâches sans aucun problème. Mais les livrables et les réalisations, on les a mis en commun pour vraiment matérialiser l'idée que ce n'est pas une obligation d'en avoir un par groupe de tâches parce qu'on s'est rendu compte que souvent, c'est assez bête, mais en fait, on a tendance
un peu à recopier ces schémas-là, mais si on le mettait dans chacun, les projets avaient tendance à vraiment chercher à avoir un livrable, une réalisation par groupe de tâches et un peu à forcer parfois le trait pour vraiment arriver à avoir ça. Donc voilà, non, ce n'est pas une obligation. Vous pourriez avoir très bien en fait une réalisation qui découle de 2 objectifs spécifiques et de 2 groupes de tâches, par exemple. Ce ne serait pas du tout un problème, là, c'est vraiment à vous de voir, en fonction de votre projet et de vos objectifs spécifiques, qu'est-ce qui est le plus cohérent, le plus logique pour arriver comme organisation, en fait. C'est vraiment une organisation pour atteindre les objectifs, hein, les groupes de tâches. D'accord, d'accord. Organisation. Merci beaucoup. Et si je peux, juste, tant que vous y étiez sur cette diapositive, là, à la fin, vous avez rajouté le groupe de tâches transversales avec un budget associé. Je suis désolée, je n'ai pas compris à quoi ça correspond. Alors, en fait, les groupes de tâches qu'on voit à l'écran, qui sont donc les 3 qui partent des objectifs spécifiques et qui correspondent parfaitement aux objectifs spécifiques, c'est ce qu'on appelle les groupes de tâches spécifiques, techniques, comme vous l'appelez. C'est ceux en fait, qui vont être vraiment les activités techniques du projet qui vont permettre d'atteindre les objectifs spécifiques de votre projet. À côté de ça, on a un groupe de tâches qu'on a un peu mis à part, qui est le groupe de tâches qu'on a appelé transversal, puisqu'en fait, il est transversal à tout le projet, qui est celui de la gestion du projet et de la coordination du projet. Donc, en fait, on parle de gestion et coordination administrative, financière du projet. C'est-à-dire tout ce qui va avoir trait à gestion au jour le jour de votre projet. Je mets des dépenses dans l'ISUDOE, je remplis un rapport, en fait, tout ce qui n'est pas vraiment proprement technique à votre projet, mais qui est vraiment du lien entre partenariats, entre partenaires, tout ce qui est vraiment la gestion, la qualité du projet au niveau transversal. Et donc, ce groupe de tâches-là, vous n'avez pas à vous soucier directement, puisqu'en fait, c'est un groupe de tâches, il faut l'avoir à l'esprit, puisqu'il existe, il va exister en seconde phase, mais c'est un groupe de tâches, en fait, qui est, je l'ai montré en seconde phase très rapidement, des questions qui apparaissent très spécifiques pour vous permettre, en fait, on va dire, de construire ce groupe de tâches-là. En fait, ce groupe de tâches-là, il est très dirigé puisque c'est des réponses à des questions directement que vous allez devoir, qui le composent directement. Il y a des livrables à ce groupe de tâches-là? Donc, le compte rendu de copie, etc. Alors, il y a des livrables. Ça ne va pas être comme tel, ça ne va pas être comme les groupes de tâches spécifiques, mais oui, vous avez des livrables. Vous avez des rapports, des comptes rendus. C'est des choses qu'il va falloir charger dans l'ISUDOE. Par contre, il n'a pas de réalisation. Ça, c'est important, parce que la réalisation, on y revient, c'est le seul, on va dire, objet qu'on appelle réalisation, c'est celui qui contribue à un indicateur de réalisation. Et là, pour le coup, dans le groupe de tâches transversales de gestion, vous allez avoir aucun livrable ni objet tangible qui va contribuer directement à l'indicateur de réalisation du programme. Donc vraiment, les livrables, ça va être vraiment tout ce que vous obtenez de tangible avec la gestion du projet. Donc, les comptes rendus de réunion, ça peut être vraiment... Mais oui, il y a des livrables. Christophe, si tu me permets, pour répondre à la dame tout à l'heure qui devait parler de la numérotation bizarre des objectifs spécifiques, je pense que c'est quand même bien de faire un point là-dessus aussi pour que vous compreniez. Donc, effectivement, il faut savoir un peu dans quel cadre on se situe. Le programme Interreg est un programme de la politique de cohésion de l'Union européenne et qui est marqué par chaque période de programmation par un package législatif. Donc, nous, on dépend du FEDER. Et si vous allez jeter un coup d'œil dans le règlement du FEDER, la Commission, pour chaque période de programmation, met en place des lignes stratégiques d'intervention. Et pour cette période, on a parlé d'objectifs stratégiques. Et chaque programme de coopération, que ce soit le Sud-Ouest ou si vous travaillez également sur d'autres programmes comme le POCTEFA, l'Euromed ou l'Atlantique, vous verrez que chaque programme a choisi des objectifs stratégiques qui étaient définis par la Commission européenne. Et donc, c'est pour ça que vous avez ces numérotations qui répondent en fait à ce qui est marqué dans les règlements. Voilà. Donc, le 2.4, c'est sur les risques, le 2.5, la gestion des ressources en eau, etc. Si vous allez reprendre le règlement du FEDER, vous verrez tous les objectifs stratégiques qui étaient proposés par la Commission pour être appliqués dans la politique de cohésion 21-27. Et voilà, vous verrez que chaque programme a choisi ce qui correspondait le plus aux besoins et aux problématiques que l'on avait sur nos territoires. Voilà. Merci pour les précisions. Avec plaisir.
Alors, pour continuer avec les questions, on a une main levée de M. Ballet-Olivier. Vous avez la parole. Oui, bonjour. Moi, c'est encore une question autour des groupes de tâches. Est-ce qu'on peut considérer, par exemple, que c'est l'équivalent de Work Package? C'est exactement ça. D'ailleurs, c'est la Ce traduction. sont des termes, on va dire, même si c'est un anglicisme, on va dire bien adopté dans ces milieux-là. Ok, ça C'est marche. exactement ça. C'est notre traduction dans le Sud-Ouest du Work Package, exactement. D'accord. Et la différence entre livrable et réalisation, parce que souvent dans les programmes communautaires, bon, en fait, on se débrouille pour avoir un livrable par réalisation. Quand Mais c'est dans pas votre tant- cas, en fait, c'est très simple. Vos réalisations, elles ne peuvent qu'être une stratégie, un plan d'action ou une activité pilote. D'accord. Tout ce qui sort de là et qui est tangible, c'est un livrable. D'accord. Politique et plan d'action, c'est ça. Je prenais note. Exactement. En fait, quand vous lisez les indicateurs de réalisation, ben par déduction logique, vous voyez exactement qu'est-ce qui peut être une réalisation, puisque l'indicateur de réalisation, je pense qu'il est stratégie et plan d'action développés conjointement et action pilote développée en commun. Donc en fait, ça ne peut être que stratégie, plan d'action ou action pilote. Tout le reste, c'est du livrable. D'accord, très bien. Mais c'est quoi le reste? J'arrive pas à saisir. Alors le reste, ben, ça dépend de vos projets, hein, vraiment, mais ça peut être, on en parlait tout à l'heure, un compte rendu de réunion, ça pourrait très bien être livrable. Une présentation PowerPoint que vous avez faite, Ok. ça peut être un livrable de communication. Un petit rapport que vous faites parce que vous êtes allé sur le terrain faire une étude de sol et vous faites un rapport avec les données que vous avez, c'est un livrable. Ah, c'est les justifications, c'est pour justifier. Alors, en fait, c'est tout ce que vous obtenez de tangible dans votre projet, mais qui n'est pas une réalisation. Ok. Tout ce qui est tangible, alors ça va vous servir effectivement, hein, c'est pas excluant, ça va vous servir également comme justification pour les dépenses. Mais j'avoue que je préfère y penser comme vraiment un élément technique du projet que comme une simple justification administrative. Mais effectivement, ça va en être une également au futur. Donc c'est important de les avoir quand vous allez sur le terrain, d'avoir votre rapport qui définit ce que vous êtes allé faire et compagnie. Mais effectivement. Donc, complément de question concernant les tâches. J'ai compris donc que les tâches autour de la dissémination sont faites maintenant par groupe de tâches. Oui. Donc, on risque pas de dupliquer les activités par groupe de tâches enfin, parce qu'en fait, c'est à peu près la même pour chaque. Enfin, les activités de dissémination sont similaires, c'est juste les cibles visées qui sont différentes peut-être par. Exactement. Il y a effectivement la possibilité qu'elle se dédouble un peu. Mais en fait, là, moi, j'attire votre attention sur l'importance, et c'est pour ça, en fait, que ça a été intégré dans chaque groupe de tâches, d'essayer vraiment au maximum d'adapter la stratégie de communication, tant au public cible, effectivement, qui peuvent être différents en fonction des groupes de tâches et de ce que vous développez, et surtout, en fait, au contenu de chaque groupe de tâches. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir une communication qui va être adaptée parce que sur un groupe de tâches, vous avez une action pilote, par exemple, et sur l'autre, vous avez la stratégie. Par exemple, la stratégie de communication, là, elle va être complètement adaptée à la fois au public cible, mais à la fois au type de réalisation que vous avez en fait à communiquer. Mais effectivement, il y a les moyens de communiquer, c'est largement probable qu'ils soient très similaires, voilà, mais avec pas mal de une manière redondance, de les développer un peu différemment. Ok, je vais passer la main, même si j'ai encore quelques questions, sauf si plus personne. Allez-y, si vous avez d'autres questions, on est là pour y répondre. Donc. Je voulais savoir justement, parce que c'est la première fois qu'on s'intéresse au Sud-Ouest, quelles sont les formalités là, pour obtenir un Sud-Ouest et alors, surtout la lourdeur. Est-ce que ça va nécessiter des signatures, des docs officiels? Je demande ça parce qu'on a des partenaires étatiques qui ne sont pas habitués non plus. Avec des circuits de décision un peu longs, donc on ne sait pas si ça va être quelque chose d'aussi simple qu'obtenir un PIC pour la Commission européenne ou est-ce que ça va nécessiter un peu plus de formalités? Alors là, je voulais montrer, alors je peux y revenir, mais là en première phase, c'est quand même très simple de participer à un projet Sud-Ouest, puisque vous avez une déclaration d'engagement du bénéficiaire principal, donc, qui est simplement le chef de file du projet, et ensuite une déclaration d'intérêt de chaque partenaire. Donc c'est simplement une signature pour le bénéficiaire principal et une signature en tant que partenaire, donc ça en fait 2 pour lui, et ensuite une par partenaire et point.
D'accord. Mais par contre, pour obtenir le numéro ISUDOE, qui est quand même obligatoire, il faut s'enregistrer. Est-ce que là, c'est ça l'objet de ma question, est-ce qu'il faut fournir des documents, je ne sais pas, pour les entreprises, des cabis, des alors là, signatures oui, sur les entreprises, c'est important. Ce qui va devoir être fourni, c'est lié à un critère d'éligibilité. C'est les 3 balancer, ça ne me vient plus en français, mais les 3 en gros Bilan. Bilan, résumés financiers. Bilan. Voilà. de l'entité pour démontrer en fait qu'il a un chiffre d'affaires plus élevé que la contrepartie nationale qui va être la sienne sur le projet. Donc pour un peu, la contrepartie nationale, c'est les 25% qui ne sont pas pris en compte par le Sud-Ouest. Quand on parle de Sud-Ouest, dans 99% des cas, on est sur du 75% d'aide FEDER et 25% d'autofinancement. Donc en fait, c'est la partie qui va être autofinancé par l'entité. Et en fait, on a une règle pour un peu s'assurer que les entités, en fait, on va dire, ont une solidité financière suffisante pour participer au projet. On demande en fait qu'elles nous fassent parvenir ces documents-là pour pouvoir vérifier cette question-là. Donc, ils devront le charger lors de l'enregistrement, mais s'ils ne le font pas lors de l'enregistrement, c'est un critère qui est vu en fait admissibilité lors de l'étude de l'admissibilité qui est après la soumission du projet. Donc en fait, ils pourront nous l'apporter après coup. C'est mieux de l'apporter avant, parce que comme ça, on n'a pas à la demander, mais on la demandera si on n'y a pas accès. Donc ça, c'est quand même important d'avoir clair ce critère-là. C'est eux qui l'apportent, c'est pas nous qui, en chef de file. C'est l'entreprise directement qui devra l'apporter. Ouais. D'accord. Et pour les organismes publics, en termes d'enregistrement, il n'y a pas de formalité particulière ou de documents qui nécessiteraient des signatures au plus haut niveau? Il faudra charger les statuts. Pour la grosse majorité d'entre vous, il faudra charger vos statuts. D'accord. Pardon, Isabelle, oui. L'organigramme, dans la mesure où ce serait peut-être des départements. Si vous êtes dans une structure qui est quand même assez importante, sachez que vous avez pour l'appel à projet un nombre de limitations de participation. Vous pouvez participer que dans 3 candidatures maximum. D'accord. Donc, voilà, c'est en fonction de la structuration de votre entité que vous devez procéder à l'enregistrement d'un ISUDOE. Et à partir de là, voilà, c'est un enregistrement. Bon, tout ça va être disponible demain. Justement, moi, je suis dans le backstage en train de tester l'application informatique à l'heure actuelle pour que demain tout soit prêt. Et voilà. Donc là, je me suis permise de partager l'écran. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui. Avec voilà, donc ça, c'est le document que vous avez à remplir si vous êtes bénéficiaire d'un projet et que vous devrez envoyer au chef de file. C'est un document tout simple, vous voyez, c'est avec l'acronyme du projet, nom, prénom, fonction du représentant légal. Voilà, ça, c'est les données concernant votre entité, l'entité mère, l'unité fonctionnelle de niveau 2 ou 3 si jamais vous êtes enregistré en fonction de ces niveaux-là. Le code ISUDOE, c'est-à-dire le code ECAS que vous obtenez c'est similaire à ce que vous obtenez avec l'application de l'Union informatique de l'Union européenne. Et ensuite, vous avez la possibilité soit de faire une signature électronique, si vous avez au sein de votre entité une signature électronique, et sinon, vous imprimez ce document, vous mettez une signature manuscrite, le cachet en PDF, et tout ça s'insère dans l'application informatique. C'est tout ce que vous avez à produire pour la présentation de la candidature. Oui. Donc, c'est vraiment très, très léger, si vous êtes bénéficiaire. Très bien. Non, ma question, c'était justement comment obtenir ce code ISUDOE et quelles sont les formalités qui vont être demandées là. Ça, ça sera ouvert dès demain, on pourra obtenir. Dès demain, voilà. Ouais. Là, vous avez un formulaire à remplir en ligne qui est très simple aussi. Hein. Il vous faut commencer par saisir votre numéro SIRET et ensuite saisir toutes les données concernant le nom de l'entité, faire le formulaire d'auto-évaluation pour savoir de quelle nature juridique vous appartenez en fonction des 4 types qui sont disponibles dans le programme SUDOE et apporter les justificatifs, que ce soit ou le statut ou l'organigramme, etc. Et rien d'autre. Je veux dire, c'est très, très simple. Voilà. J'ai encore d'autres questions, mais je vois d'autres mains levées, donc je ne veux pas monopoliser là. Moi, je vous dirais, si vous avez un autre, peut-être vous avez la parole, allez-y, comme ça. On parlait des tâches de préparation dont le montant est forfaitisé. Est-ce qu'il faut les décrire dans la proposition? Vous allez avoir une partie dans le formulaire de candidature seconde phase, dans lequel vous allez devoir faire une petite description, il me semble, oui. C'est pas en première phase. Très, très léger. Hein. Oui, d'accord. Très bien.
Vous avez indiqué, alors ce sont des termes avec lesquels je suis moins familier, qu'on pouvait, donc il allait falloir décrire les politiques pour contribuer aux objectifs. En fait, les politiques auxquelles en fait, votre projet va contribuer. Ah, Là, on ok, parle d'accord. de politiques en fait, qui sont régionales, nationales, D'accord, d'accord. européennes. Et alors Donc, là, on c'est attend. important, je ne vais pas trop préciser ce moment-là parce que c'est des questions qu'on voit vraiment en seconde phase. Bon, la première phase, c'est beaucoup plus léger, mais en fait, l'important, c'est vraiment de ne pas rester sur juste une liste de politiques, hein, mais vraiment d'essayer de rentrer un peu en détail. C'est très limité au niveau des caractères, mais enfin, de un peu vraiment faire ce lien entre votre projet et les politiques existantes, parce qu'en fait, s'il y a vraiment quelque chose qui est important dans le cadre du programme, c'est de ne pas avoir des projets qui sont complètement hors sol, en fait, qui travaillent complètement en marge de ce qui existe. Donc, ce qui est vraiment, c'est d'avoir des projets qui s'intègrent dans l'existant. D'accord, non, bon, c'est très clair. Excusez-moi, moi, j'ai pas, sur ce point-là, en fait, dans votre question, il y a différentes politiques. Est-ce que ces politiques correspondent aux différents items du DNSH ou est-ce que le DNSH est une politique et puis il faut en rajouter d'autres? Le DNSH, c'en est une des politiques. C'est-à-dire que la question est beaucoup plus large et d'ailleurs, elle est pensée premièrement pour plutôt les politiques nationales, régionales, locales. Mais le DNSH également est rentré dans cette question-là, mais c'en est une parmi d'autres. Ok, merci. Ok, je crois que c'est bon pour moi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je vois que j'ai encore une main levée du réseau d'enseignement et d'innovation en pharmacie d'officine. Vous avez la parole. Soraya Kassemi, pharmacienne au CHU de Toulouse. Je vous remercie pour votre clarté et pour ce webinaire qui m'a ouvert les yeux sur, sur beaucoup de notions où j'avais un peu encore du mal. Donc là, au vu de votre dernière réponse, le groupe de travail facultatif préparatoire, on le détaillera qu'en phase 2 si on est retenu, c'est ça? Oui. On ne l'évoque pas en phase 1, hein? Okay. Non. D'ailleurs, vous vous rendez compte que même le groupe de tâches, par exemple, de gestion, qui, on va dire, avec beaucoup plus d'activités, de contenu, il ne se détaille pas en phase 1, il se détaillera qu'en seconde phase. Vraiment, en phase 1, l'objectif, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous prétendez y arriver, et à peu près quel est votre budget, d'avoir vraiment cette idée-là, de voir qu'est-ce que vous prétendez réaliser et comment vous prétendez y arriver. Et les activités de communication à insérer dans chaque groupe de tâches, pareil, c'est qu'en phase 2, on ne l'évoque pas en phase. Okay. Ma question plus détaillée, c'est par rapport aux partenaires associés. Donc, j'ai bien compris qu'il ne faut pas faire d'affichage politique forcément et qu'ils aient une vraie plus-value. Est-ce que pour avoir une vraie plus-value, après, dans la vie du projet, on pourrait les imaginer comme étant sous-traitants d'un des bénéficiaires? Alors là, il y a un problème parce qu'en fait, le guide, alors juste, je n'ai pas le guide sous la main sur cet ordinateur-là, mais il me semble que c'est la fiche 8.0. Elle établit en fait complètement une interdiction en fait, de faire un contrat entre un partenaire et un partenaire associé. Alors il y a une autorisation très 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 restrictive. Il me semble qu'il y a quand c'est la seule entité qui a une exclusivité, en fait, c'est la seule qui est capable d'apporter cette réponse-là. Autant, je ne veux pas trop rentrer en détail, mais en gros, démontrer cette exclusivité-là, c'est très compliqué. Donc, a priori, moi, voilà, parce qu'en gros, c'est que des drapeaux rouges, un contrat entre un partenaire et un partenaire associé, il a accès à des informations privilégiées. Donc, en gros, le guide ne le permet que dans des cas très, 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 très restreints. Donc, moi, ma réponse serait plutôt non. Si vraiment, en fait, le sens de la participation de l'entité, c'est à travers la prestation de service, ben, je le mettrais vraiment comme ce serait un contrat auquel une entité va apporter une réponse et point. Si son apport, il est de par ses compétences ou de par sa zone géographique, et donc du coup, il apporte quelque chose d'autre, du coup, en gros, le sens de faire appel à lui via une prestation de service disparaît, quoi. Bon, ok, ça marche. Ensuite, je voulais savoir si un projet pourrait être accepté en phase 1
mais avec demande de modification, soit sur le fond, soit sur le budget, soit sur ou vous refusez d'emblée dès lors qu'il y a un couac quelque part? Alors, en phase 1, non, puisqu'en phase 1, en fait, parce que la règle du programme, alors c'est expliqué dans le guide, mais c'est vrai que c'est dans la fiche 4, hein, le processus de sélection est expliqué, et dans le texte de l'appel à projet également. En fait, dans la phase 1, c'est une phase compétitive, donc ce qu'on fait, c'est que si on a, on va dire, 40 millions de budget FEDER à allouer sur cet appel à projet, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer le double des projets pour que la seconde phase, en fait, ce qui correspond au double de 40 millions, hein, donc 80 millions, je ne rentre pas trop dans les détails techniques, mais c'est à peu près ça, pour que en fait, la seconde phase soit aussi compétitive. C'est-à-dire qu'il y aura, par exemple, entre les deux phases, beaucoup de recommandations. Il y a, par exemple, il y a un événement qui devient traditionnel sur le Sud-Ouest, qui vous explique entre les deux phases comment remplir tout ce qui est seconde phase pour essayer d'améliorer au maximum votre candidature. Mais il n'y a pas, on va dire, de passage sous condition entre une phase et l'autre. D'accord. Donc, c'est soit accepté, soit refusé pour la phase 1. Exactement. Mais par contre, passer à une seconde phase, ça ne veut pas forcément dire que le projet va être approuvé. C'est ça qui est important. Oui. Ok, merci. Merci. Alors, je revois des mains levées. Je ne sais pas si c'est les mains levées qui n'ont pas été baissées de M. Ballet. Oui, pardon. C'est pour confirmer. De M. Guillaume Caro-Julin. Oui, j'avais une ou deux petites questions plus techniques. Allez-y, vous avez la parole. Oui, sur le partenaire associé, j'ai vu qu'ils ne s'enregistrent pas forcément automatiquement, mais j'ai vu qu'il y avait quand même sur les tableaux que vous montriez tout à l'heure, on voyait automatique. Hein, je ne comprenais pas trop. Oui, alors en fait, ça vient effectivement, ça vient de la partie basse du formulaire de candidature où vous le mettez vous à la main. Alors je ne sais plus si c'était la phase 1 ou phase 2, je me souviens plus. Exactement. En fait, du coup, ça vient automatiquement, mais c'est juste parce qu'en fait, on le voit d'abord la partie automatique et ensuite la partie qui se remplit en phase 2. Mais en gros, ce qu'il faut retenir du partenaire associé, c'est que c'est au chef de file du projet à remplir les informations nécessaires. Oui, mais dans la cellule, c'est marqué automatique. Donc, on peut écrire dedans quand même. Je vais repartager l'écran parce qu'en fait, il y a une partie du formulaire dans laquelle vous le remplissez et une autre partie qui prend l'information pré-remplie et donc du coup automatique. Et c'est a posteriori qu'on le remplit. C'est pas très intuitif. C'est-à-dire, vous voyez, c'est deux parties différentes du formulaire. Christophe, du temps que tu cherches vous voyez mon modèle. Écran, c'est bon, on voit l'écran. Non, voilà. Pour expliquer à l'intervenant, voilà, quand vous aurez accès à l'application informatique, vous comprendrez davantage comment est configuré le formulaire. Là, sachez que c'est un document en Word qu'on vous met à disposition pour que vous puissiez commencer à rédiger votre proposition. En revanche, sachez que ce document Word est un document de travail et que le formulaire doit être exclusivement présenté à travers l'application informatique. En fait, vous devrez faire des copier-coller de ce que vous avez écrit sur ce Word dans l'application informatique. Ah oui, alors ça, là, le document qu'on voit sous les yeux, hein, c'est un document Word pour nous, pour commencer à remplir. Exactement. Et après, on est dans un autre type de document qui ressemble à du document Word. Dans l'application, vous êtes sur un formulaire en ligne, c'est-à-dire que. Et c'est avec une vision très Word comme ça, parce que je dis ça parce que nous on est dans des réunions dans notre programme où c'est un Excel par exemple qui est en ligne, en live. Enfin, c'est pour pas que qu'on comprenne pas sur quel support on est. En fait, la partie visuelle de l'application informatique. Pour la décrire, c'est un peu compliqué. C'est pas comme un Word, mais effectivement, oui, vous allez avoir des champs. C'est pas des choses que vous avez montrées aujourd'hui là. Comment, pardon? C'est pas des images que vous avez montrées aujourd'hui. Non, pas du tout. D'accord, ok. Non, en fait, c'est vraiment le Word qu'on voit, c'est la matérialisation du contenu que vous allez devoir remplir directement en ligne dans l'application du Sud-Ouest qui va être disponible d'ici très peu de temps. Ok, j'ai compris. Alors, au niveau visuel, je vous dis, je pense que ça va être assez éloigné de ce qu'il y a en Word. Par contre, sur le fond, la partie en fait qui vous correspond de qu'est-ce que j'écris dans chaque partie, ça va être exactement pareil.
Oui, puis ça nous fait une sécurité là pour préécrire les choses et garder la. C'est exactement pour que vous puissiez préécrire et qu'ensuite vous ayez déjà une base bien avancée quand l'application informatique sera disponible. Donc là, ouais. À l'écran, par exemple, la partie partenaire associé, cette partie-là, vous voyez que tout est à compléter pratiquement. Alors, le seul aspect qui est généré automatiquement, c'est le numéro, parce que ça, c'est effectivement, dans Issuedway, quand vous créez un partenaire associé, ben, le numéro 1, ça va être le numéro 1, le numéro 2, ça va être le numéro 2, et ainsi de suite. Mais là, vous voyez que vous complétez tout vous-même, chef de file, complète le nom, le pays, la région, la rue, le numéro, bref, il remplit absolument toutes les données. C'est le partenaire qui remplit ça. C'est le partenaire qui remplit ça ou c'est nous? Non, c'est le bénéficiaire principal du projet. En fait, sur le Sudoé, les partenaires ne remplissent pas le formulaire de candidature. C'est-à-dire que c'est la déclaration qu'ils remplissent. C'est leur déclaration. Exactement. Les partenaires, en fait, ils font des apports au niveau entre eux, en fait, entre partenariats, de dire voilà le projet ce que doit être. Je veux dire, c'est pas le chef de file qui rédige et impose absolument aux autres ce que va être le projet. D'ailleurs, parce que moi, j'ai un conseil, si vous rentrez dans un projet et vous voyez que le chef de file vous impose absolument tout, voilà, c'est pas du tout un bon signe, c'est pas du tout ce que devrait être, à notre sens, un projet transnational sudois. Donc, en fait, vous avez exactement votre mot à dire en tant que partenaire sur les activités du projet et tout le contenu de votre projet. Mais par contre, au moment de le matérialiser officiellement dans les Sudois, pour éviter en fait tout ce qui est erreur, trop de personnes présentes sur le même formulaire, c'est vraiment que le chef de file qui va réaliser cette introduction formelle dans l'application informatique. Oui, donc techniquement, je crois que je comprends ce que… Voilà, ça ne nous bloque pas quand qu'ils n'ont pas encore rempli leur déclaration. Quand nous on remplit, ça génère automatiquement un numéro. Et vous, c'est vous vérifiez après qu'il y a bien des déclarations. C'est deux procédés complètement différents. D'accord. Donc, le formulaire Issuedway peut être rempli complètement en même temps que les déclarations sont en train d'être signées par les partenaires. Ça ne bloque absolument rien du tout. Où est-ce qu'on trouve les éléments de la réglementation européenne pour voir les liens avec la thématique abordée? Alors là, premièrement, les politiques en fait, auxquelles on fait référence ne sont pas que les politiques européennes, sont également les politiques locales, régionales, nationales. Donc celles-là, on part du principe que on les connaît. C'est au propre projet de les identifier. Les politiques européennes, j'aime dire également, mais vous aurez accès en faisant une recherche Google pure et très très simple, dire directive eau, si vous travaillez sur l'eau, directive, vous allez avoir accès à toute la réglementation européenne existante sur ces thématiques-là. Et si vous avez un doute, moi ce que je vous conseille, c'est de rentrer en contact avec nous, autorité nationale, secrétariat, on est à votre disposition pour ces questions-là, nous demander où est disponible cette information-là et on se fera plaisir de vous répondre. Ok. Donc juste pour terminer sur la partie partenaire associé, donc si vous visualisez le formulaire comme étant un formulaire en ligne, vous avez cette partie-là où le chef de file va rentrer les informations et après vous avez cette partie-là. Alors c'est vrai que ça peut être déroutant en premier rapport parce qu'on le voit avant, donc on se dit je ne l'ai pas rentré, mais en fait dans les Issuedway vous verrez que c'est des choses qui sont complètement en parallèle. Donc sur le Word, effectivement, vous voyez avant cette partie qui est complètement automatique, mais en fait l'information il va la chercher où? Il va la chercher dans la partie ici. Il vient chercher l'information ici directement. Donc en fait, voilà. C'est pas du tout incohérent, c'est simplement qu'effectivement, dans un Word, je comprends que quand on le voit d'abord automatique, alors qu'on ne l'a pas encore écrit, ça peut nous paraître confus, mais quand on parle d'un formulaire en ligne, ça ne l'est pas. Pour les bénéficiaires officiels, vous avez dit tout à l'heure que si c'est une entreprise, il y a donc un bilan financier à fournir. Vous avez la checklist des documents par… En fait, c'est un critère d'admissibilité. Donc, en fait, dans le texte de l'appel à projet, vous avez les critères d'admissibilité. Donc là, c'est fondamental de les regarder. On a eu un webinaire, je crois, sur les critères d'admissibilité et les critères d'éligibilité. Donc ça, c'est des critères en fait, qui existent pour la participation des projets. C'est-à-dire que c'est des critères qui doivent être respectés pour que le projet puisse aller à l'étape suivante. C'est-à-dire on va dire qu'on a 4 grandes étapes. Première étape, vérification
qui est relative à la limitation de participation des entités. Vous savez que Isabelle y a fait référence tout à l'heure, les entités peuvent participer à un nombre limité de projets. Donc ça, c'est la première partie. On regarde cette question-là. Ensuite, on regarde la partie admissibilité. Donc là, vous avez les critères d'admissibilité qui sont directement dans le texte de l'appel à projet définis. Et la question des bilans financiers des entreprises est un critère d'admissibilité. En première phase, si mes souvenirs sont bons, c'est le critère numéro 8 qui vous dit que si l'entité est une entreprise, elle a présenté les 3 derniers bilans financiers et ils permettent de vérifier que son chiffre d'affaires est supérieur à la contrepartie nationale qui présente sur le projet. Et donc, ça, c'est un critère qui est corrigible. Donc, c'est-à-dire que si on n'a pas accès aux documents quand on étudie l'admissibilité, donc il va être avant l'évaluation, on va leur demander. On vérifiera que c'est OK. Si c'est OK, le projet passera. Si ce n'est pas OK, le projet va avoir un vrai gros problème puisqu'en fait, il ne pourra pas passer à l'étape suivante qui est l'étude d'éligibilité. Donc, c'est un projet qui ne va même pas être étudié. Donc, vraiment, faites très attention avec les entreprises, mais avec tous les critères d'éligibilité que vous avez dans le texte de l'appel à projet, parce que c'est vraiment une étape qui coupe quoi. Votre projet, s'il ne la passe pas, il reste à cette étape-là. Donc, par exemple, une entreprise qui serait créée en 2021 ou 2022 ou 2023, il ne serait jamais en capacité de respecter ce critère-là. Donc, ne l'intégrez pas comme partenaire sur le Sud-Ouest. C'est un exemple. Ensuite, il peut très bien avoir les documents et les montants ne pas correspondre au budget qu'il va demander. Alors ça, c'est notre degré de détail. Mais on a eu beaucoup cette question dernièrement. Est-ce que si l'entreprise, en fait, n'est pas en capacité d'apporter les 3 derniers bilans financiers parce qu'elle a été créée trop récemment, en fait, elle ne peut pas participer. C'est une conséquence logique du critère. Et des associations de patients, par exemple, à but non lucratif? Là, non, puisque en fait, les seules entités qui sont soumises à ce critère-là, c'est une entité de type 4, entreprise, donc à but lucratif. OK. Une association de loi 1901 sans but lucratif n'aurait pas apporté des bilans financiers prouvant qu'elle a un chiffre d'affaires, parce que premièrement, elle ne devrait pas avoir de chiffre d'affaires, parce qu'elle devrait être sans but lucratif, mais enfin, donc elle n'aurait pas à l'apporter. Par contre, ils peuvent être partenaires associés, c'est ce type d'association. Exactement. Puisqu'un partenaire associé n'a pas à respecter les critères d'admissibilité. Mais ils ne peuvent pas être partenaires officiels. Donc. Ils ne peuvent pas être bénéficiaires recevant du FEDER. Les partenaires associés, si j'ai bien tout suivi, enfin, j'ai probablement raté quelque chose, ils ne peuvent pas prétendre avoir un financement. Exactement. C'est la grande différence entre un bénéficiaire et un partenaire associé, c'est que le bénéficiaire a un budget avec un financement FEDER, alors que le partenaire associé n'a pas de financement FEDER. Mais cette règle d'éligibilité, là, elle exclut quasiment de facto beaucoup de startups qui ont des bilans fragiles les premières années. Exactement. Et pas mal de TPE aussi, parce que c'est pas évident. En fait, c'est une décision qui a été prise au niveau du programme, parce que la participation à un programme Sud-Ouest, elle est assez lourde au niveau administratif et financier. C'est-à-dire qu'on parle d'un programme sur lequel on avance les fonds, puisqu'en fait, si on est approuvé, par exemple, en début d'année, janvier, par exemple, 2024, pour prendre un exemple, c'est-à-dire que toutes les dépenses qui vont être mises en œuvre, par exemple, de janvier jusqu'à mars, pour dire quelque chose, en mars, on fait une déclaration de ces 3 mois de dépenses. Sûrement, le paiement, vous allez l'attendre à peu près en décembre de cette même année. Ça veut dire qu'une dépense qui a été réalisée, par exemple, en janvier 2024, pardon, elle serait payée en décembre 2023. C'est-à-dire qu'une entité, en fait, qui a une capacité financière très fragile, ça peut être un vrai problème pour elle de participer à un programme Sud-Ouest, quand bien même sa participation technique a du sens, mais en fait, il nous fallait, en tant que programme, mettre quelques garde-fous pour éviter des entités qui rentrent dans des programmes Sud-Ouest sans trop savoir en fait ce que ça implique au niveau administratif et financier et qui ressortent du projet au bout d'un mois parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau financier, c'est trop compliqué pour eux. D'accord. Donc le critère du nombre, par exemple, de PME, TPE, enfin, ou start-up dans le consortium, entre guillemets, n'est pas quelque chose d'important
pour l'évaluation de la proposition. Mais en fait, j'avais dire que le critère du nombre d'entreprises dans un projet n'est jamais en soi un critère d'évaluation. Le critère d'évaluation, c'est quel sens et quelle cohérence avec les activités de votre projet a la présence de 1, 2, 3, 4 entreprises. Si la réponse est ça a tout le sens du monde et ça apporte énormément dans mon projet, ben, effectivement, ça va être évalué de manière positive. Par contre, si on parle d'avoir 4 entreprises pour avoir 4 entreprises, non, ça ne va pas du tout être évalué de manière positive. Au contraire, ça pourrait être, ça serait évalué de manière négative. Et le nombre de PME, c'est pareil. Exactement pareil. C'est vraiment, on ne parle que de cohérence avec les activités et les objectifs du projet. C'est-à-dire un partenaire ne va être évalué, sa présence ne va être évaluée comme positive qu'en fonction de la cohérence avec les activités du projet. D'accord, parce qu'à la lecture rapide, je ne sais plus de quel texte ou document, j'avais eu l'impression à un moment que la présence de PME était encouragée. Alors, effectivement, on a ce qu'on appelle en fait, alors effectivement, c'est un critère d'éligibilité, celui-là, pas d'admissibilité, d'éligibilité. Je pense que ça a été vu dans notre webinaire, mais j'y reviens rapidement. En fait, on a le programme de par son expérience, de par ce qui a été décidé lors de la rédaction en fait, du programme opérationnel. En fait, les différentes autorités ont décidé de flécher des acteurs, des types d'acteurs, qui jugeaient obligatoire, au minimum un d'entre eux, sur les objectifs spécifiques. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils voient qu'en fonction des objectifs qu'on s'est fixés comme programme, les projets devraient les intégrer pour vraiment assurer une contribution minimum correcte aux objectifs du programme. Donc effectivement, on encourage la présence de certains types d'acteurs en fonction des objectifs spécifiques parce qu'on part du principe qu'ils sont cohérents avec les projets qui vont se présenter dans ces objectifs spécifiques. Mais en aucun cas, on ne demande à ce que ces acteurs-là soient présents de manière répétée dans un même partenariat, juste par le simple fait que ce serait correct qu'ils soient répétés. Non, ça non. Par contre, oui, effectivement, il y a des critères d'éligibilité qui disent objectif spécifique par objectif spécifique, pardon, quels acteurs doivent être présents obligatoirement pour assurer en fait un minimum de chaîne de valeur dans les projets. J'ai une main levée de Magali Chérino, vous avez la parole. Merci de me laisser ce temps. Pour finir juste sur ce que vous venez de dire, où est-ce qu'on trouve l'information sur quels sont les acteurs par objectif Alors, je vais repartager mon écran. C'est le texte de l'appel à projet directement. Alors, donc là, vraiment, c'est la base de tout l'appel à projet. Je vous conseille vivement de le télécharger et vraiment de le lire, de ne pas penser que c'est juste un document un peu d'aide ou quoi. Non, c'est les bases. C'est comme s'il y avait un marché public et que vous avez une base de... C'est exactement ça. C'est la base de l'appel à projet, de dire... donc, je vais repartager mon écran un instant. Je vais vous montrer où vous pouvez le télécharger. Donc, quand vous allez sur le site internet du programme, donc ça, c'est la page d'accueil. Tu vas juste arrêter de bouger l'écran. Tu étais en... Tu recules dessus. Vous voyez mon écran? Non, justement, on voyait l'écran juste avant et tu l'as enlevé. Et là, vous le voyez ou pas? Non. Ah, ok. Alors, un instant. Ah, ok. Exact. Là? Oui, là, c'est bon. Donc là, vous voyez que quand vous arrivez, donc ça, c'est l'écran d'accueil du programme Sudway. Vous allez sur la partie en haut, menu déroulant, donc 21-27, premier appel à projet. Donc là, vous avez l'explication générale, en fait, de les priorités ouvertes, les objectifs spécifiques. Et en bas de page, vous avez le texte officiel du premier appel à projet que je télécharge et auquel, en fait, vous avez à l'intérieur toutes les données importantes, les bases, et vous avez les critères d'éligibilité en point 10 qui vous met, en fait, objectif spécifique par objectif spécifique. Je clique par exemple, le type de projet et le type d'acteur obligatoire. Donc là, par exemple, le partenariat devra inclure au moins une entité de chacun des types d'entités listés ci-après. Donc là, vous avez autorité plus compétente, entité système scientifique. Vous savez que de ces deux-là, vous devez obligatoirement en avoir un. Et de plus, le partenariat pourra inclure des entités qui représentent. Donc là, vous n'avez pas d'obligation. Et comme ça, à chaque objectif spécifique, vous avez une règle sur le partenariat. Par exemple, sur le 2.5, favoriser l'accès à l'eau,
partenariat doit inclure au moins une entité de chacun des types d'entités listés ci-après. Donc ces trois-là. Et ensuite, de plus, le partenariat pourra inclure des entités représentantes. Et là, vous avez le choix entre. Donc le pourra, c'est pas une obligation. Et ainsi de suite, pour chaque objectif spécifique, vous avez les règles relatives au type d'acteur obligatoire. Très bien. Merci. J'avais une question plus générale de fond sur quelle est la place que vous réservez aux actions de formation. Alors, c'est exactement la même réponse que je vais avoir sur le bien fondé d'avoir plusieurs entreprises dans un projet. En fait, les actions de formation, elles vont être évaluées de manière positive ou négative en fonction de votre projet. C'est-à-dire que si votre projet, de par les objectifs qu'il se fixe, présente en fait que former certains acteurs à certaines techniques ou à certaines manières de faire a tout son sens et permet un impact sur le territoire accru, mais ça va être effectivement une partie du projet complètement cohérent et qui va être évaluée de manière positive. Par contre, j'exagère de manière à ce qu'on voit mieux le trait. Si vous mettez de l'action formative simplement comme un cheveu sous la soupe, disant je vais quand même mettre de l'action formative parce qu'il me semble que c'est bien vu de mettre de l'action formative, mais non, ça va être forcément mal vu. Donc c'est vraiment important que ce soit dans une stratégie globale au niveau du projet qu'une action formative comme un déplacement sur le terrain, comme n'importe quelle activité que vous prévoyez ait une cohérence et apporte quelque chose au projet, en fait, permette au projet d'atteindre ses objectifs. Ok, merci. Une autre main levée de... Alors, je suis désolé, je ne me souviens pas votre prénom. Non, mais j'arrive pas à changer le libellé, je suis désolée, c'est Soraya Kassemi. Donc là, par rapport aux partenaires, donc j'ai sous le nez là, le document du projet, du programme que vous nous avez partagé. Moi, je suis allée sur mon objectif spécifique 4.5 et donc page 27, il stipule que des acteurs du secteur associatif et organisations non gouvernementales peuvent être partenaires et bénéficiaires du NetFeder. Du coup, ça me perturbe par rapport à ce qu'on a dit juste avant sur les associations. Alors, je ne sais pas à quoi vous vous référez, mais en fait, une association peut toujours être partenaire sur le programme sans aucun problème. Il n'y a aucune limitation, entre guillemets, à leur participation. Si vous vous référez en fait à la discussion qu'on a eue sur les entreprises qui doivent présenter des bilans financiers, c'est ça ? Oui, en fait, on a dit oui, une association à but non lucratif ne peut pas être bénéficiaire du NetFeder. Non, c'est pas ça qu'on a dit. Ah, non, alors si j'ai dit ça, je reviens dessus. À aucun moment j'ai dit ça. D'accord. Donc c'est moi qui n'ai pas compris alors. Ok. Non, une association peut être partenaire du Sud-Ouest sans aucun problème. De plus, vous voyez que sur les chaînes de valeur, on essaie justement de favoriser leur participation sur certains types de projets où elles ont tout leur sens et où justement elles apportent une plus-value immense. Non, ce que je pense que j'ai souhaité dire à ce moment-là, c'est une entité de type 4, entreprise, de trop récente création, qui ne serait pas en mesure de présenter 3 bilans financiers pour permettre de respecter un critère d'admissibilité, cette entreprise-là, elle peut participer, mais le problème, c'est que le projet serait déclaré inadmissible dès qu'il arriverait ici, au niveau de l'évaluation. Donc, en fait, ce que je vous dis, c'est vraiment n'intégrez pas une entreprise de type 4 si elle n'est pas en capacité d'apporter les 3 derniers bilans financiers. Ce serait un vrai problème. Je l'ai précisé parce qu'on a eu plusieurs fois la question. Finalement, je ne serais pas rentré dans ce détail-là, parce que le critère d'admissibilité, il me semble qu'il parle de soi. Mais effectivement, on a eu la question qui est revenue plusieurs fois, donc je préférais le préciser. Les entreprises qui souhaitent participer, type 4, il faut s'assurer qu'elles peuvent présenter ces 3 bilans financiers et que ces 3 bilans financiers permettent de vérifier qu'elles ont un chiffre d'affaires suffisant pour assumer leur participation dans le projet. Ok, c'est bon pour les associations. Je reviens dessus, je souhaite que ce soit clair et net pour tout le monde. Les associations peuvent participer, elles n'ont pas à présenter de bilan financier ni quoi que ce soit, c'est simplement les entreprises type 4, avec plus lucratif. Oui, il faut être vigilant quand même sur l'histoire du chiffre d'affaires, parce qu'il y a des associations, il n'y a pas du tout de financier dans certaines associations. Les associations ne sont pas concernées par cette question. C'est simplement si c'est en dessous du seuil des 25%. Je reviens, je veux être clair et net. Les associations,
loi 1901 ne sont pas concernées par cette règle. Elles n'ont pas à présenter de bilan financier. C'est simplement les entreprises à but lucratif qui doivent présenter ce type de document. Donc, elles peuvent bénéficier de FEDER, l'association. Oui, complètement. Ça, c'est bon, je pense qu'on l'a dit dans tous les sens maintenant. Merci, c'est clair. Et par contre, je me permets de poursuivre, Christophe. Oui, effectivement, même si elles n'ont pas présenté de bilan, ça n'exclut pas la question financière. Et donc, si vous associez des associations dans vos projets, c'est un warning à mettre en place. Et attention, il faut avoir de la trésorerie parce qu'il y aura de l'avance, comme l'a dit Christophe. Les versements, ils interviennent quelques temps après les dépenses. Donc, c'est quand même une alerte que vous devez avoir si vous êtes une association ou si vous voulez associer une structure de ce type, que voilà, la question financière, elle reste prégnante dans le montage de ces projets. Bien sûr. Alors, je vois que Soraya, mais j'imagine que c'est juste parce que vous n'avez pas encore baissé la main ou vous avez une autre question? Non, c'est bon, merci. Merci. Du coup, j'ai plus de main levée, donc je vais aller juste jeter un coup d'œil parce qu'il me semble que j'avais quelques questions écrites. Donc, effectivement, très peu, mais enfin, on va y répondre. J'en ai une de Madame Franceschi Camille qui nous demande, en fait, nous sommes d'accord, la somme forfaitaire pour la gestion concerne juste la préparation du projet et non la gestion pendant le projet. Oui, simplement la préparation du projet. Et en plus, elle n'est pas, elle n'est pas propre à la gestion de la préparation du projet, c'est donc pour toute la préparation du projet. C'est-à-dire, ça peut très bien être un déplacement. En fait, c'est une somme qui, en fait, vous n'aurez pas à décrire, en fait, à présenter de dépenses concrètes ni réelles. C'est une somme qui est pensée pour la préparation du projet. Mais oui, elle n'a pas du tout trait à la gestion du projet parce qu'effectivement, on serait un peu court du coup sur le montant. Et l'autre question qu'on a par écrit, c'est une question donc, de Soraya qui a été, on y a répondu à l'oral. Oui, c'est bon, merci. Donc je ne vois plus de mail levé ni de questions écrites. Mais du coup, peut-être avant de complètement conclure, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose du côté français. Non, pas grand-chose. Souhaitez bon courage aux bénéficiaires potentiels qui, j'imagine, sont sur les starting blocks pour dès demain rentrer sur Isidoué et puis candidater sur la première phase. Je voulais vous remercier. Merci à tous les participants et au secrétariat conjoint pour l'organisation de ces webinaires qui sont, on le voit puisqu'il y a beaucoup de questions, qui sont très utiles à l'aube du lancement du premier appel à projet. Merci beaucoup, au revoir. Également, merci à tous. Juste rappeler, je l'ai dit à un intervenant, mais c'est valable pour tout le monde. Il y a sur la page donc, du programme, je le remonte rapidement, mais on a la partie en fait qui vous permet de demander des rendez-vous café virtuel avec le secrétariat conjoint. On a la question d'envoyer des emails tant aux autorités nationales comme au secrétariat. On est disponible pour ça. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec nous pour n'importe quelle question, même si c'est une question qui a été traitée aujourd'hui ou notre webinaire, mais qui vous vient plus tard, aucun problème, on est là pour ça. Donc voilà. Ouais. Et voilà, Christophe, l'autorité nationale française et les points de contact régionaux, autant en Nouvelle-Aquitaine avec Emmanuel Pallier ou Sylvain Guettaz sur la partie auvergnate du projet. Voilà, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On est là pour vous accompagner sur le montage des projets. C'est notre rôle. Exactement. Et je confirme pour une personne qui vient de nous écrire, oui, le replay du webinaire d'aujourd'hui sera disponible donc sur la chaîne YouTube du programme. Dès qu'au niveau technique, c'est enregistré et ça se charge, donc ce sera dans les j'imagine, soit aujourd'hui dans l'après-midi, soit demain, très rapidement. Dans tous les cas, vous précisez que pour être à jour, en fait, de savoir quand ces webinaires-là sont disponibles, les nouveautés du programme, tout ce qui est en fait les communications générales du programme, souscrivez à la newsletter et comme ça, dès que c'est bien en ligne, hop, vous...
Tu as coupé ton micro, Christophe, du coup. Quelqu'un m'a. Ou quelqu'un t'a coupé, peut-être. Allez, c'est bon, tout à l'heure, c'est parlé. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci de votre participation. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.